Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Salut à tous, aujourd'hui je suis ravi d'avoir goûté un café avant de commencer ce podcast avec Christophe Servel. Salut Christophe. Salut. Alors j'ai bu un café à l'instant, on vient de retourner la machine et la cuisine de Cosa Vostra, je crois qu'on peut le dire. Hein. Ouais, mais j'ai fait le ménage après. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il a sorti l'éponge, il a fait vraiment le ménage et je l'ai bien aidé à retourner la cuisine parce qu'on a donc un moulin à café ici. Et on a décidé alors que je venais de remplir le moulin de grains, comme quoi je mets encore la main à la pâte, hein, soyons clairs, je le revendique, même si c'est pas grand chose, je te vois. Non, mais je fais beaucoup plus que ça. Hier, j'ai acheté un arrosoir pour le bureau, tu vois, entre deux trucs. Et puis on a décidé qu'on allait vider le moulin finalement parce qu'on voulait goûter le café, les grains apportés par Christophe de sa consommation personnelle, m'a-t-il dit. Absolument. Donc voilà, on va parler café, vous l'avez compris, on va parler entreprise, on va parler changement de vie. Mais avant tout ça, donc Christophe Servel, je vais te demander de te présenter. Christophe Servel, petite cinquantaine, un peu dépassée, ça va vite. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Je vis à côté de Paris à la Garenne-Colombes. Je passe les 3/4 de mon temps quand même dans Paris intramuros, dans les voitures, tant que ça cesse un jour. Et puis voilà, j'ai un parcours. Je suis torréfacteur. J'ai monté une société il y a 10 ans qui s'appelle Terre de Café. Et l'idée à la base de Terre de Café, c'était de faire du café, en tout cas de le vendre comme on vend du vin. C'est-à-dire de vendre des cafés tracés, d'être capable de dire d'où ça vient, qui les fait, comment c'est fait, et de dire surtout pour le café, comment on le fait chez soi, puisque le café, ne suffit pas d'acheter des très bons cafés, et on n'a jamais eu d'aussi bons cafés, jamais. Mais faut-il savoir les faire. C'est pas compliqué, il y a des règles et il y a des recettes. C'est comme le thé, c'est comme faire cuire une viande, c'est de la cuisine un peu, beaucoup plus simple que la gastronomie, hein, mais il y a des recettes. Donc l'idée toute simple au départ, une toute petite boutique rue des Blancs-Manteaux dans le Marais, c'était de dire on fait des cafés, on sait qui les fait, on sait comment c'est fait et on va vous apprendre à le faire. Alors j'ai évidemment déjà plein de questions. On va revenir aussi en arrière, on va aller en avant et dedans le café aussi, comprendre qui le fait, comment. La remarque que j'ai, c'est que donc on était très fiers tout à l'heure parce que mon associé François qui est passé, qui te demande alors est-ce que notre setup est bon. Alors tu me dis oui, on voit rarement ça dans une entreprise, c'est un très beau setup, etc. Mais bon, comme tu le dis à l'instant, j'ai de la phrase d'après, c'était bon, c'est bien d'avoir un super setup, mais après il faut savoir s'en servir. Exactement. Voilà. Et donc oui, en effet, ça va de alors plein de détails que tu vas nous raconter. Évidemment, j'ai envie de savoir où tu vas le chercher. Moi, tu vois, en fait, nous, on a ce truc abominable de notre génération qui est ces vieilles pubs. Ça devait être Jacques Vabre ou je sais pas quoi, avec ce gringo là qui allait chercher son café. Voilà. Donc le gringo, quand même, c'est l'américain Gringo. Hein, c'est le mec. Va-t'en quand même. Donc t'as dû faire tous ces voyages, j'imagine. Ouais. Bon, on m'appelle comme ça dans le Marais. Hein. C'est vrai. Oh, gringo. Gringo. C'est vrai que tu pourrais avoir un peu le style. Et... c'est sympa ça. J'ai pas de moustache. Mais avant tout ça, toi, alors tu viens d'une famille de torréfacteurs, mais t'as pas toujours été dans le café, c'est ça? Alors c'est ça. Alors mon grand-père était torréfacteur dans une usine à l'époque qui s'appelait Negrita. Ça existe encore, je crois, à Courbevoie. Et effectivement, il a remplacé un peu le rôle de mon père, donc j'étais très attaché à lui. C'était mon beau grand-père d'ailleurs.
Et j'allais le voir à l'usine tous les mercredis. Je prenais mon vélo, j'allais le voir, on passait la journée ensemble, j'adorais. Et donc, alors, ça travaillait pas du tout, hein, comme nous on travaille maintenant. C'est-à-dire, c'était pas de la qualité. Voilà, ça cuisait très fort. Ils goûtaient, ils jugeaient que c'était bon. Hop, c'était mis en paquet et les livreurs allaient livrer ça dans les bistrots, dans les entreprises à l'époque. Mais j'ai toujours connu le grain. Enfin, j'ai toujours su en fait que le café, ça arrivait en France dans des sacs en toile de jute, que c'était cru et que ça se cuisait. Voilà. Et ma mère, a fait un peu la même chose dans les années fin des années 70, début des années 80. Elle avait des boutiques, elle était commerçante, elle vendait du café. Alors elle torréfiait un peu. C'était pas son métier c'est vraiment de vendre du café. Et elle, à l'époque, elle essayait de faire bien. Mais à l'époque, faire bien, t'avais un café de Colombie. Bon voilà, ça venait de Colombie, quoi, d'une région, tu sais pas trop. T'avais un déca et puis t'avais 3 assemblages, dont la moitié avec du bon gros robusta bien cuit fort à l'italienne. Mais c'est un peu ce qu'on faisait de mieux. Il y a encore des artisans qui travaillent comme ça en France. Et puis voilà, donc je viens de ça. Et effectivement, à 18-20 ans, je venais d'avoir mon bac. Ma mère m'a dit, écoute, je vends tout. Est-ce que tu veux faire du café en gros? Et moi j'ai dit non. Moi je voulais rester avec mes potes, faire des études et pas faire comme mes parents. Et donc voilà, ça s'est arrêté là le café. Sauf que juste, je fais cette pause du coup parce que donc t'étais quoi au lycée? Ouais, je venais d'avoir mon bac, d'accord. Je rentrais à la fac en fait. Et là-dessus, t'as pas de cas de conscience ou le machin. Tu t'es dit tout de suite, non, c'est un truc de merde, j'ai pas envie de faire ce machin. Moi, j'ai vu mes parents galérer, s'engueuler. Le café, bon, franchement, j'en buvais même pas à cette époque-là. Enfin, si, un peu, j'ai commencé à boire du café à 16-17 ans. Donc franchement, je voulais surtout pas leur ressembler. Je pense que je voulais surtout pas ressembler à mon père. Avoir leur vie. Et moi je m'éclatais, j'avais des potes, j'adorais aller apprendre, j'adorais la littérature, j'adorais l'histoire, j'ai fait une fac de sociologie après. C'était ça ma vie et je savais pas du tout ce que j'allais faire. No fucking way, quoi. Ah ouais, j'en avais vraiment rien à faire. Et elle me disait, mais tu vas faire quoi? C'est bien beau la sociologie. Je dis, mais j'en sais rien, mais je verrai quoi. Je verrai. Le problème avec la sociologie, quoi, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Mais ça sert après. Fais plutôt du café. Ouais, c'est ça, ou de la comptabilité. Ah non plus. D'accord. Respect au comptable. Et aux sociologues aussi. Mais, absolument. D'accord. Donc, tu as fait de la socio. Donc, j'ai fait socio. Après, j'ai fait une école de communication. Et puis après j'ai commencé à bosser. Après, je me suis laissé guider. En fait, j'avais pas super envie de bosser dans une entreprise, en fait. J'ai toujours eu un rapport difficile à l'autorité, à la hiérarchie, tout ça. Et mon truc à moi, c'était, je voulais faire un truc vraiment qui me plaise, quoi, vraiment. Et donc, j'ai commencé à bosser en radio. Ça, c'est marrant d'être devant un micro. J'adore la radio. T'animais? Non, je préparais les émissions. D'accord, en fait. Ok. J'étais attaché de production. C'était ce titre-là. C'était le groupe RMC Nostalgie à l'époque. Et je préparais la seule animation talk ça s'appelait Thé ou Café. Ça, c'est marrant. D'accord. C'était présenté à l'époque par un mec qui s'appelle Marc Gilles. J'avais lâché en fait un Thé ou Café. Non, c'est fou. C'est marrant. Ouais. Et je préparais les émissions. En fait, je faisais tout. Je lisais c'était un invité chaque matin. C'était soit un mec qui écrivait, un politique, un chanteur, Et donc, je préparais tout. Et puis le journaliste, il arrivait, tout était prêt, il avait ses fiches et tout. Il amenait sa patte, son âme et tout, le côté très humain de journaliste à l'époque. Et puis voilà. Et puis il s'est fait virer. Et la radio m'a proposé un poste. Et vraiment, à l'époque, c'était par loyauté avec lui, parce que vraiment, il s'était super mal comporté avec ce mec. J'ai fait autre chose, je me suis tiré. J'avais rien, en fait. Et là, j'ai rencontré des gens. Ma vie est faite de rencontres. Et j'ai rencontré des gens qui commençaient le web en 98. Alors c'est marrant de me retrouver là ce matin parce que en 97 c'était avec les modems qui faisaient du bruit et tout. Et là on a commencé. Alors c'était vraiment le fun. Comme quoi j'avais envie de m'amuser encore. J'étais adulte très tard en fait. Il a fallu que j'ai des enfants pour être adulte. Attends, donc t'avais quel âge en 97? J'avais presque 30 ans quand même. 30 ans, ouais. Presque 30 ans et là on a commencé à s'amuser. J'ai rencontré un mec qui était un copain qui était un directeur de casting à l'époque à Paris, de faire le premier site web pour les acteurs, mettre en relation avec les productions, etc. C'était vraiment pour rigoler. On faisait le festival de Cannes, le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, on faisait des événements et puis petit à petit on a commencé à faire des sites vraiment de web à l'époque,
Mais c'était beaucoup trop tôt parce qu'on voulait faire de la vidéo, mais il n'y avait pas du tout les tuyaux, il n'y avait rien, mais on avait quand même le site d'Unifrance, le site de l'agence du court-métrage, le site de 3 Distrib, et puis on faisait la promo. L'agence du court-métrage. Ça existe encore, je ne savais pas, je me suis demandé d'ailleurs. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivé comme ça. C'était un peu, au bout d'un moment, t'en as fait le tour, les événements. J'ai fait de la promotion de marque aussi parce qu'on faisait des événements, on montrait ce qu'on faisait, mais il y avait des marques qui voulaient venir à l'époque. Je sais pas si ça existe encore. On avait pris 1 million d'euros, 1 million de francs à l'époque, à 98, à une société qui s'appelle NetGem, qui existe encore. Je dis n'importe quoi parce que c'est devenu des clients maintenant. Et voilà, donc j'étais dans ce machin-là, mais il y avait rien vraiment. Donc à un moment, on s'est décidé, ok, on connaît plein de gens à faire de la production. Et puis ça s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe, quoi. C'est-à-dire, alors déjà, c'est compliqué. Là, vous étiez associés ou... Ouais, on était associés. On avait une boîte à l'époque qui s'appelait Website Story. D'accord. Attends, mais donc on était au XXe siècle encore. Hein. Quand t'as quitté RMC Nostalgie, le groupe, donc t'as retrouvé ses potes et vous avez créé une boîte. En gros, c'est ça. À trois. Ok. Ouais. Et ça. Comment, pourquoi? Enfin, c'est juste, vous étiez là, vous avez vu une porte, vous êtes rentré. Zéro business plan. Ok. Rien du tout. Ok. Rien du tout. Et un tiers, vous avez apporté. Un tiers. On s'est maqué avec une boîte à l'époque qui faisait du site web, qui s'appelait H3D. Et qui sous-traitait en fait la création de sites web. On était chef de projet en fait, on avait tout leur staff derrière qui faisait du site, quoi. C'était le début de Flash, c'était la préhistoire, quoi. C'était intéressant en même temps, mais on avait du mal à avancer. La Flash aussi, c'était la préhistoire d'ailleurs. Ouais. Mais d'accord. Et donc vous avez lancé ça et ça s'est mal passé pour une question d'association ou de. Ah, c'est parti vachement fort. Ouais. Et puis après, ça a périclité. On n'était pas d'accord. La boîte avec qui on sous-traitait le web avait des grosses difficultés. Et puis il y a un moment, je pense que moi ça m'intéressait plus, quoi. Donc je suis parti moi pour faire de la prod tout seul et je me suis associé avec un autre camarade qui était avocat, qui est toujours avocat d'ailleurs à l'époque. Et de la prod, c'est de la prod vidéo. Production, production de films. D'accord. De films, et puis beaucoup pour bouffer, donc de docu. À l'époque, c'était, il y avait vachement de production de DVD musicaux. Ça c'est encore un truc dont on n'entend plus parler. Voilà, des courts-métrages. Il y a 2-3 courts dont je suis fier encore. Et puis des longs métrages. Mais alors là, c'est tellement compliqué. Ça s'est tellement mal passé à chaque fois qu'à un moment, j'ai dit stop, quoi. Quand il y a trop de choses qui dépendent pas de nous, trop de choses. Enfin, j'en avais marre de bosser pour rien, en fait. Parce qu'on travaillait dur. J'en avais marre de bosser pour rien et de cramer du cash pour rien aussi. Parce que c'est ça la prod, hein. Faut risquer avant de monter un projet, ça doit se financer. Et quand le projet n'aboutit pas, on a cramé du cash et puis voilà. On est sur ce modèle en fait, c'était un peu une fin de cycle aussi, j'ai l'impression. C'est-à-dire que moi, quand je suis sorti d'école, début des années 2000, tu vois, j'étais un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire j'étais fasciné encore par cet univers des boîtes de prod, tu vois, prod de pub, de clips, de courts et de longs d'ailleurs, et certains qui faisaient des fortunes, je me souviens plus des noms, mais et je trouvais ça assez merveilleux, je trouvais ça intéressant parce que t'es à borderline dans l'artistique quand même un peu, et dans dans le business, quoi. Donc il y en a qui faisaient encore beaucoup d'argent et des choses en plus très belles et super chouettes, et j'ai l'impression et l'autre partie de la chaise c'était le digital, quoi, et moi j'ai sombré là-dedans, on va dire, plutôt assez vite, mais j'ai l'impression que c'était un peu la fin d'un âge d'or du côté de la prod, non? Je me trompe? Ouais, ça correspond à, déjà c'était la fin de l'argentique. Ouais. Moi, je me souviens discuter avec une grosse productrice de pub. Je lui dis, nous, on fait pour nos sites, on fait des vidéos en digital. C'était le début du numérique et tout. Et là, elle se fout de ma gueule. Elle fait, non, nous, on fait que de l'argentique et tout. Aujourd'hui, la fille, 5 ans après, c'était fini l'argentique. Donc, ça mettait des grosses barrières à l'entrée, ça. Hein. Ouais. Ah oui, c'était lourd. Hein. L'investissement c'était lourd. Mais c'était le début des changements rapides un peu à tous les niveaux. Ce qu'on vit nous maintenant, moi je trouve que les choses s'accélèrent, ça va à une vitesse. Et c'était le début de cette époque-là, quoi. C'était les débuts de 2000 où tout commençait à changer. Il y a quand même dans le paradigme un truc qui avait énormément changé, c'est que tu filmais
en argentique, où tu shootais même avec un appareil photo, tu convertissais. Tu voyais pas le résultat immédiatement. Donc, quand tu avais un tournage ou des plans à faire, fallait quand même être sûr que tu aies bien mis un truc bien dans la boîte, quoi. Ouais, alors après, t'as ton écran témoin, tu peux voir tes rushs, tu vois tout de suite si ta lumière, elle est bien ou pas. Mais effectivement, après, faut développer et puis il faut dérusher et commencer à monter. Mais ce qui est marrant à cette époque-là, c'est que je me souviens, en tournant en 35, il fallait numériser pour avoir une diffusion en digital à l'époque déjà, quoi. Donc c'était marrant, mais effectivement, c'est très très lourd, mais j'ai des super souvenirs de tournage. Vraiment c'est merveilleux, mais j'en garde quand même un souvenir assez amer de tout ça parce que c'est beaucoup de travail pour rien, ça c'est déjà dit. Et puis il y avait quand même un sérail. Il y a quand même à l'entrée, il y a des freins il y a une espèce de consanguinité quand même dans ce métier. Je parle du cinéma, hein, vraiment. Il y a quand même un truc, une cooptation du milieu ou familial qui est très très forte. Et moi, j'étais pas du tout du sérail et mes camarades non plus. Il y a une barrière à l'argent aussi. À l'époque, c'était vraiment la lourdeur du numérique. Et puis, il y a une barrière. Moi, je suis arrivé à un moment où, en fait, les gens qui faisaient les films, c'était la télévision. Et donc, ça pose un problème parce que nous, on avait envie de faire des films pour la salle, à l'époque encore, mais la salle, c'est encore fort d'ailleurs. Mais les gros financiers, c'était la télévision. Oui, c'était Canal beaucoup, et puis après... C'était Canal essentiellement à cette époque-là, et puis il y avait M6, France 2, et tous ces mecs-là, en fait, ce qui marquait à l'époque, c'était soit du film d'horreur, ça me dérangeait pas, j'aime bien le genre, ou soit de la comédie. Mais on nous demandait de faire des films pour la télé avec une sortie salle. Donc il y avait une dichotomie, enfin moi je m'y retrouvais pas là-dedans, et à un moment, de toute façon, je me suis dit, déjà je pense qu'en fait, je suis pas fait pour ça, faut que je me l'avoue, je suis pas fait pour ça. Et puis de toute façon, j'arriverai jamais à faire vraiment ce que j'ai envie de faire avec les gens avec qui j'ai envie de le faire. Donc, mais ça t'a pris combien de temps pour te dire ça ? Ça m'a pris c'est 5 ans, 5 bonnes années où vraiment on a lutté pour. Alors on a fait quand même des trucs, hein, mais il y a un moment, t'arrives à un constat où, en plus j'avais 38-40 ans, où tu te dis bon, le temps commence quand même à être compté. J'ai eu des enfants, j'ai eu 3 enfants pendant cette période-là. Et où tu te dis, bon, on va commencer à faire... Enfin, il y a un moment, il faut être réaliste, tirer des conclusions et puis avoir le courage de changer, quoi. Mais c'est compliqué parce que tu peux te dire aussi un peu... Alors, c'est souvent en plus une perception extérieure, mais tu peux te dire que c'est un peu de la connerie. Parce que, je veux dire, au bout de 5 ans, dans un truc comme ça, tu commences à avoir accumulé un certain nombre d'expertises où t'es fort quand même dans le truc. Enfin, tu vois, peu importe... et où tu connais plein de gens. Exactement. Donc, repartir sur autre chose from scratch à 38-40 ans... enfin, je veux dire, je suis pas du genre à juger ça. Je veux pas te dire que c'est le naturel, c'est ça en fait. Ouais, mais après alors après tu te dis, ok, effectivement, c'est de mieux en mieux. On connaît Gaumont, on connaît Canal, on a eu un financement Canal, on a eu l'Europe, Mais quand ça tourne trop en rond, moi je me fie à mon intuition beaucoup, et je me suis dit là c'est mort. Et si je tente encore ça 2-3 ans. Je risque d'être totalement cramé et de plus pouvoir repartir derrière. Donc j'ai fait un choix. En fait. J'ai dit stop, j'arrête. J'ai dit à mon associé de toujours, mon pote d'enfance, Emmanuel Issora, peut-être qu'il entendra un jour le podcast, ça me fait vraiment plaisir de le citer, on se voit très souvent. Il a amorcé Terre de Café. Ouais. Il m'a suivi dans tout. Lui, il avait vu à l'époque les boutiques de ma mère, on se connaît depuis qu'on est tout môme. Et Manu m'a dit, écoute, je pense franchement, t'as raison, t'es pas fait pour ça. Tu veux faire du café, moi j'en suis sûr, vas-y. Moi j'avais pas un rond, lui il en avait un peu. Il m'a dit vas-y, on le fait, on y va. Et on s'est retrouvés, on était allés bouffer tous les deux, coin de table. On s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait ? Donc je lui ai expliqué ce que je voulais faire dans le café. Il m'a dit le café c'est de la bouffe et tout, c'est top, ça va cartonner. On fait une boutique, 2 boutiques, ça rapporte tant, mais coin de table, mais vraiment hein, sur une nappe en papier. On a déchiré le truc cliché, on a déchiré la nappe, on est parti avec notre papier, on a dit ok, il faut 200 000. Ok, on les met, on trouve un spot. Je dis ouais, moi le Marais j'adore et tout, c'est mon quartier, j'adore. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Et en fait, le BP c'était de se dire on fait 10 spots, on fait 10 boutiques et on franchise et on fait de l'international et en fait ça s'est absolument pas du tout passé comme prévu. Tu vas me raconter, mais revenons sur ce moment et parce que c'est ce que tu appelles les points de bascule, quoi. Tu vois du tipping point anglais. Pour une fois, j'ai dit le français avant l'anglais. Quand tu
décide, c'est quand même un cheminement. T'avais gardé au fond de ta tête ce truc de café, ou il y a un moment où c'était revenu et tu t'es dit... Alors non, je l'avais pas gardé au fond de ma tête. Effectivement, en fait, il se passait un truc à l'époque assez incroyable, c'est qu'il y avait des petites capsules dans les Minium qui explosait partout. Ça explosait partout, tout le monde utilisait ça et tout. Moi, je vais raconter l'anecdote. Au bureau, on avait ça. Et bon, moi, je buvais ça le matin. J'avais pas trop fait gaffe au truc et tout, mais je trouvais que c'était meilleur qu'au bistrot d'en bas, quoi. Et un matin, il y avait une grosse réunion. Il y avait une chaîne qui venait dans nos bureaux et tout. Et drame, il y a pas de café, quoi, plus de capsule. Donc, à l'époque, j'étais en moto, donc c'est moi qui vais vite fait rue Scribe à l'époque acheter des capsules. Et là, je me retrouve dans une boutique, j'hallucine totalement. C'était un croisement entre une parfumerie et, je sais pas, une boutique de luxe, quoi. Et je vois plein de gens. Je me souviens, c'était en janvier, il faisait super froid. J'avais super froid. Je rentre là-dedans, il faisait super chaud. Il y avait plein de monde qui faisait la queue. C'était après Noël. Tout le monde avait offert des machines Nespresso, le cadeau facile aux parents, aux enfants et tout. Je fais la queue, je vois le club, vous êtes membre du club, enfin je vois plein de trucs. Alors j'ai fait du marketing, je comprends les codes tout de suite. Et surtout, je vois les additions, les mecs qui repartent avec l'équivalent pour faire, je sais pas moi, 50 cafés ou 100 cafés, ils se tirent avec 100 balles, 200 euros. Et je me dis, ouais, c'est que je vais quand même, qu'est-ce qui se passe, quoi? L'or noir. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais resté au paquet de café à 2,50 € chez Carrefour. Les mecs achetaient ça en moulu et tout. Donc voilà, ouais, je me suis dit, il se passe un truc. Et dans le même temps, juste avant, parce que dans mon métier, j'allais souvent à Los Angeles, et j'ai vu la naissance de Starbucks aux États-Unis. Je me suis dit, là, déjà, il se passe un truc, quoi. Je voyais la queue devant, c'était le phénomène de mode, tout le monde voulait y aller, ils payaient 5-7 $ un truc qui vaut 10 centimes quand on le produit. Enfin, et donc, j'ai vu tout ça, et ça m'a fait repenser au café. Et en fait, ce qui m'a fait venir au café, j'ai vu ça, et ce qui m'a fait venir au café, c'est que dans tout mon parcours entre 20 et 40 ans, je me suis passionné pour le vin. Et c'est le vin qui m'a fait comprendre le terroir. C'est le vin qui m'a fait comprendre la gastronomie, c'est le vin qui m'a fait comprendre le produit. C'est le vin qui m'a fait me mettre vraiment à cuisiner. Ça c'était un facteur déclencheur. Et j'ai repensé au café comme ça. Je me suis dit, le café, parce que je connaissais un peu, c'est un fruit, il y a une fermentation, il y a du tri. Je suis sûr qu'on peut faire des trucs magnifiques qu'on n'a pas. Et j'ai commencé à me renseigner. Je suis allé sur le web. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait des fermiers, il y avait un micro-marché aux États-Unis, enfin un marché qui existait déjà. Starbucks commençait à parler de specialty coffee. Et je me suis dit, c'est le temps d'y aller. Moi, j'y crois, je le sens, je suis prêt à me battre pour ça. J'ai commencé donc à me documenter, à rencontrer des gens. J'ai vu qu'il y avait des gens passionnés par ça, notamment Jacques Chambrion, avec qui je travaille encore, qui lui était un micro-importateur et s'était associé avec des Éthiopiens. C'est un géographe à la base, et il faisait venir du café d'une région inconnue d'Éthiopie. J'ai goûté les cafés, je suis tombé par terre. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Alors, c'est vrai que je suis à contre-courant. Tout le monde parle de capsules et de monodoses, etc. Mais moi, je veux faire du grain dans une boutique où on va, comme moi je vais chez un caviste ou comme moi je vais chez un vigneron. Et l'idée, c'était juste ça. Et de dire, on va faire 10 petites boutiques comme ça, et je suis sûr que ça va marcher. Et tout ça, tu l'as fait quand même avant ce fameux déjeuner. Ce cheminement est venu en quelques mois, quelques années. Ouais, c'était avant. Petit. Quand j'ai parlé à Emmanuel, j'avais déjà mon idée, quoi. D'accord. Et petit point sur le vin, il y a quand même un truc qui s'est passé, je pense, dans le vin aussi, qui est assez similaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu, jusqu'au début des années 80, voire toutes les années 80, une bonne partie du vin qui était produite. Enfin, moi, je suis d'une famille de vignerons en Corse, tu vois, mais tout le monde produisait de la piquette, quoi. Enfin, je veux dire, à part les très grandes maisons du Bordelais, peut-être de Bourgogne, et encore, même elles, de temps en temps, c'était pas toujours aussi bien, mais enfin, quand même, faut l'admettre. Mais le reste, en fait, c'était du négoce. C'était du négoce. T'achetais du jus, c'était du raisin, voilà. Et c'est devenu, alors, par le marketing, par tout le monde a commencé à se dire, bon, c'est pas mal, il y a des choses à faire, on peut améliorer le vin.
Mais il y a eu quand même, j'ai l'impression, un mouvement dans le vin, donc puis dans le café. Je ne le savais pas avant cet épisode, mais... Ouais, bah exactement. C'est ce qui... Dans le thé aussi. Ouais. Dans le thé, il y a 10 ans. Dans le vin, il y a une bonne vingtaine d'années. Effectivement, il y a des gens qui ont compris qu'en valorisant leur terroir et leur travail, ils seraient plus fiers d'eux et ils gagneraient plus d'argent. C'est ce qui se passe dans le café maintenant, depuis 10 ans. C'est ce qui s'est passé dans le thé. Et ça part de là. C'est l'ère post-industrielle un peu, en fait. Ouais, on arrête un peu, on valorise ce qu'on fait. On arrête de vendre au négoce, on s'achète un chai, on essaie de visifier. En fait, c'est les enfants des vignerons des années 70 qu'on fait ça. Le paroxysme de ça, c'est le vin nature. Hein. C'est vraiment des tout petits vins, des petites cuvées, on met le moins de trucs possible dedans. Il y a des gens qui font des choses superbes d'ailleurs avec le vin nature. Mais c'est exactement ça. Et c'est exactement ce qui se passe dans le café, puisque la filière caféière, elle est en train de crever. Le grand négoce, avec le réchauffement climatique, les industriels, les négociants achètent le café moins cher que ce qu'il ne coûte à produire. Donc moi, ce que je vois dans les pays caféiers, hors Brésil, c'est particulier le Brésil parce que les exploitations sont gigantesques. Immense, ouais. Le café, c'est 90% de fermes de moins d'1 hectare. Hein. C'est dingue, hein. C'est ça le café dans le monde. Hein. Et moi, ce que je vois moi beaucoup en Amérique centrale, Amérique du Sud, c'est des gens qui vendent leurs fermes ou qui font du maïs. C'est des mecs qui retournent cueillir la coca parce que ça rapporte plus que le café. Et c'est des gens et les enfants partent à la ville être chauffeurs de taxi ou aller vendre de la cam, quoi. Donc c'est l'envers du décor, c'est ça. Et effectivement, ceux qui ont compris qu'en faisant de la qualité, ils arrivaient à vivre, à vendre plus cher le café, à sortir du cours de la bourse, à sortir du commodity exchange, ceux-là réussissent. Et là, il y a un mouvement au pays producteur qui est incroyable. Tout le monde se met à faire de la qualité. Beaucoup de gens, alors c'est comme dans l'agriculture française, quand on fait du chimique depuis les années 70, qu'on a des crédits sur le dos et qu'on a 1 ou 2 clients, c'est compliqué de changer. Mais quand on est en rupture avec le système, quand on est enfant, qu'on a des idées neuves, qu'on s'est fait former, etc., et quand on a vu son père galérer, et qu'on a décidé, alors c'est plus compliqué de faire de la qualité, mais au bout de 5-6 ans, ça paye. Et moi, je vois des gens aujourd'hui, on croit ensemble, on travaille avec les mêmes fermes depuis 10 ans, 7 ans, 8 ans, on se développe ensemble, et je vois des gens qui sont heureux et fiers de ce qu'ils font, c'est ça aussi, hein, et fiers de ce qu'ils font. Et puis les enfants, ils ont des super smartphones, ils vont à l'école. C'est marrant parce que, alors petit point avant de faire cette remarque, 100 hectares, hein, tu viens de dire ça, donc 90% des fermes qui font ça, c'est 1 hectare. Hein. Donc pardon, 1 hectare, je voulais dire, c'est 100 mètres fois 100 mètres. Hein. Donc on se rend compte, hein, c'est vraiment rien. C'est pas, on parle pas d'un truc qui fait 1 kilomètre sur 1 kilomètre. C'est tout petit. C'est tout petit. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que alors t'as enclenché ou t'as fait partie d'un mouvement, mais toi t'es en bout de chaîne. C'est-à-dire que il y a le consommateur derrière toi, mais je veux dire, tu remontes une chaîne où finalement le mouvement que t'as fait vis-à-vis de ta mère et de tes parents et de tes grands-parents, c'est quand même un truc de remonter un peu dans la chaîne en qualité, etc., en faisant ça avec toute la chaîne en même temps. Et peut-être avant le consommateur, du coup, qui était peut-être pas encore... la demande, il faut la créer là-dessus. Exactement. En fait, le torréfacteur, il a un rôle un peu central dans cette histoire. Le torréfacteur 3.0, on va dire. Parce que il a un rôle central, c'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai ouvert cette petite boutique, alors au début j'ai flippé, hein, parce que quand on a ouvert, je me souviens, il y a une journée où j'ai vu personne, j'ai vendu une boîte de thé, même pas du café, du thé. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Puis après, c'est parti, ça on pourra peut-être y revenir, mais effectivement, il faut savoir vendre le beau café. Et à l'époque, il y a 10 ans, vendre un café à 7, 8, 10 euros le paquet, les gens n'étaient pas du tout habitués, quoi. Autant ils étaient prêts à acheter 10 capsules à 3,50 €, ce qui fait un coût au kilo monstrueux par rapport à ce qu'on faisait nous. C'est le double, le triple, le quadruple même. Mais vendre un paquet de café en grains ou moulu, parce qu'on à ce prix-là, il y avait quand même une barrière proposée à des restaurateurs qui venaient nous voir. Ils venaient comprendre ce qui se passe dans cette petite boutique, là c'était joli et tout. Leur dire qu'on vend du café à 30 ou 40 balles le kilo. Il y a une marche à faire, donc c'était pas facile. Et la première des choses, c'était d'arriver à ça.
Et d'arriver à ça, faut la passion, faut la tchatch, faut faire goûter, faut être pas trop cher au début, faut avoir un café, vous avez le café à 1 euro au comptoir, et il faut être habité, quoi. Ça, c'est la première chose. Ça a pris 1 an à ce que le truc démarre, quoi. Parce qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Et puis après, effectivement, il faut cuire le café convenablement, il faut avoir une vision. Faut progresser. Faut progresser. Et puis tout de suite, il faut aller à l'origine. Tout de suite, les vieux entre guillemets torréfacteurs, ma mère elle est jamais allée dans un pays producteur, mon grand-père il est jamais allé dans la moitié encore des torréfacteurs, tous les mecs ont commencé dans les années 80-90 qui eux ont la sensation de faire un truc bien, attention, hein, n'ont pas idée, alors ça change très vite là, mais n'ont pas idée de ce qui se passe à l'origine, n'ont pas idée d'une différence qu'on peut avoir du terroir quand on va en Éthiopie. C'est un pays très fort, j'aimerais en parler un peu plus tard, mais on n'a pas idée d'une différence de goût entre un café qui pousse à 10 km l'un de l'autre, quoi. C'est ça le café, c'est comme le vin, enfin, c'est encore plus varié que le vin quand on regarde bien. Et donc, pour moi, le métier aujourd'hui d'un torréfacteur, c'est de lier avec les partenaires, puisque moi, je vais au pays producteur. Si j'ai pas un producteur, je peux rien faire. C'est avec lui qu'on fait des trucs, et lui avec nous. Mais mon métier à moi, c'est d'aller à l'origine, de comprendre le café, de foutre la pression quand même aux producteurs pour que ce soit toujours mieux, et puis de garantir d'acheter, parce que c'est ça. Si au départ, j'ai pas garanti un marché, j'ai aucune raison, aucune légitimité de discuter avec des mecs, des producteurs, des agriculteurs en fait. Mais quand le mec voit, et ce qui est génial, c'est que maintenant ils voyagent, ils viennent nous voir si on est digne de faire leur café, ça c'est merveilleux. C'est le retournement du business par rapport à l'industrie. Là, on peut faire des projets ensemble. Et moi, mon rôle aujourd'hui, même dans Terre de Café, c'est d'aller choisir des fermes, de les conduire quand elles sont pas déjà en bio, quand elles coupent encore des arbres, et avec notre importateur de reforester, d'entretenir les canopées en Éthiopie, de voir s'il y a des structures d'accueil pour les enfants lorsque c'est des travailleurs saisonniers qui viennent. C'est tout ça. Ça, c'est mon métier en responsabilité. C'est ce que je fais aujourd'hui. Évidemment, c'est de sourcer des beaux cafés, mais un beau café, pour qu'il soit vraiment beau, et ça, c'est une leçon qu'on reçoit tous les ans. Il faut qu'il y ait tout ça en place. Il faut qu'il y ait des arbres, il faut qu'il y ait des gens qui soient contents, il faut qu'il y ait des gens qui soient travailler, qui forment, qui sont fiers de ce qu'ils font, etc. Et là, on a du bon café. Sans ça, c'est compliqué d'avoir du bon café. Et si j'extrapole un petit peu le parallèle avec le vin, on pourrait presque dire, alors là ça va, si tu me réponds oui, tu vas paraître prétentieux, je suis désolé, tu vas peut-être probablement me répondre oui, mais on pourrait presque dire qu'il n'y a jamais eu de bon café avant. Enfin, je veux dire, historiquement, le café était, on a découvert cette plante, en tout cas pour les Européens, on en a fait quelque chose, c'était vraiment dégueulasse. Après, on a fait truc industriel, c'était vraiment pas terrible. Et maintenant, on arrive sur un truc qui est enfin à peu près convenable, non ? Il y a eu cette période d'après-guerre, jusqu'il y a 10 ans où c'était vraiment dégueulasse. Ouais. Vraiment dégueulasse. Il y a une ou deux marques qui s'en sortent, genre, on s'en fout de citer des marques, je peux citer des marques. Vas-y, au contraire, ouais. Dans l'industrie, il y a Illy, parce qu'ils cuisent moins fort. Ils font quand même gaffe à ce qu'ils achètent un peu. Mais le reste, les marques, enfin, je suis désolé. Après, je dis ce que je pense et ce que j'aime. Le goût, J'aime autant citer les marques pour en dire du bien, mais à la limite, mais je vais pas citer de marques là, mais toutes les marques italiennes, à part Illy, c'est quand même un gros foutage de gueule, quoi. Mais vraiment, quoi, c'est une honte, quoi, de vendre si cher des cafés si merdiques, si mal torréfiés, si mal sourcés. C'est honteux. Mais il y a des marques françaises aussi. Je vais pas les citer. C'est pas ça le problème. Mais effectivement, depuis l'après-guerre, alors c'est toujours un peu le même discours, mais c'est tellement vrai. Je peux pas dire autre chose. C'est que depuis que le négoce, l'industrie, la grande distribution a mis la main sur le café parce que c'est un marché de masse. Le café, c'est la première matière agricole échangée dans le monde. C'est quand même fou. Avant le riz, c'est dingue, quoi, quand on y pense. C'est la seconde après le pétrole en volume. Ça, c'est incroyable. Donc, il y a une mainmise là-dessus. Il y a 3 acteurs qui se partagent 90% du marché dans le monde. C'est Nestlé, Lavazza et JDC. JDC, ouais. Ouais. Donc, on voit ce que c'est. C'est hollandais, JDC. Ouais, c'est ça. On voit ce que c'est que le marché s'est tenu complètement par la World Company. Par la World Company. Donc, là, ça y est, on commence à sortir un peu de ça, mais c'est ridicule. Hein. Nous, on pèse peanuts sur le marché. Hein. Mais par contre, c'est un phénomène mondial. Et si je veux donner des chiffres, aux États-Unis, c'est 20-25% du marché. Donc là, c'est gros déjà aux États-Unis. Chez nous, on est 3-4%. Ouais. De quoi ? D'indépendants ou si tu mets Starbucks dedans, t'es à 25, 24-25. Si tu retires Starbucks, t'es à 20.
Mais aux États-Unis, ça y est, le café, alors c'est beaucoup les côtes, mais même pas seulement. Mais le café, ça y est, ils ont été en avance sur la France. Tout le monde me dit, bon, c'est de la merde. Mais non, c'est pas vrai. Le specialty, c'est parti de mecs qui ont vu Starbucks, qui sont partis en Amérique centrale parce que c'est pas loin, qui sont allés dans les fermes en camion, aller fumer de la weed et comprendre le café. Mais c'est un peu un cliché, mais c'est un peu ça. Et qui sont revenus. Et aujourd'hui, tous ces mecs-là, c'est les mecs qui ont monté des grosses marques, Blue Bottle, Intelligentsia. La plupart ont été revendus d'ailleurs à Nestlé, etc. On a déjà franchi un cap aux US. Et en Europe, c'est en train de se faire. C'est hyper intéressant. Et sachant que j'imagine que, alors peut-être qu'on peut faire des parallèles, j'avais fait cet épisode que j'ai adoré, qui va avoir 2 ans déjà, avec Sébastien Cobb de Veja. Tu connais les chaussures Veja, enfin chaussures et pas que d'ailleurs. Et en fait, il m'expliquait ce phénomène de reforestation dans certains pays dans lesquels ils sont, parce qu'en fait, ils vont acheter du caoutchouc, ils veulent du caoutchouc naturel, CFDVA, etc., etc. Et je pense qu'en fait, j'imagine que les gros industriels ont plutôt fait des ravages, parce que l'agriculture extensive. On parle du Brésil. On parle du Brésil. C'est déjà bien massacré. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on a donné carte blanche à l'agrobusiness pour faire absolument ce qu'ils veulent, quoi. Donc l'agrobusiness, c'est culture effectivement extensive. C'est on rase des arbres, on met des bœufs, on met du soja, et on s'en fout. Et on provoque des incendies, on l'a vu cet été. Ça a bien réveillé les consciences d'ailleurs. Franchement, c'était terrible, mais je pense que c'est plutôt bien parce que nous, on porte beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbres dans le café. Mais effectivement, le Bolsonaro a autorisé 250 pesticides. Donc d'abord on rase, ensuite on gaze, et après on fait pousser de la merde, quoi. Et le café dans tout ça, le Brésil. Moi je connais pas, tu vois, la canopée, tu t'en parlais tout à l'heure, un café, tout ça. Enfin, je vois vaguement tout ça. Ça fait un peu rêver, mais en vrai, je sais pas du tout ce que c'est, comment ça pousse. Alors le café, c'est un arbuste en fait. Ouais. Alors dans le café, t'as l'arabica. Tout ça, tu le savais ou pas d'ailleurs? Non, ça je le savais. Non, ça. Parce que tes parents n'y étaient pas allés. Ça je savais qu'il y avait l'arabica, le robusta, qu'on cuisait, qu'on moulait. Je savais régler une machine, ce que j'ai fait tout à l'heure dans ta cuisine. Ouais. Je savais déjà le faire, beaucoup moins bien. Maintenant j'ai une balance. Enfin, maintenant c'est du scientifique, quoi. Mais oui, tout ça je le savais. Mais en fait, je savais rien. Je savais rien du tout. Je savais juste ça, mais ça c'est rien. Pour comprendre, il faut se mettre devant un torréfacteur et étudier plein de pistes pour cuire un café. Parce que la manière classique de cuire un café, on a un torréfacteur, c'est on-off. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on arrête la machine. Et puis voilà. Aujourd'hui, on cuit le café, on a des logiciels, on est assisté par un logiciel qui s'appelle Cropstore, tout le monde l'utilise. Il y a des écoles de cuisson. Je prends un café... Je cite un confrère américain qui dit ça. Moi, j'achète un café bleu. Je le cuis, je peux le faire bleu ciel, bleu marine, bleu turquoise, bleu des mers du sud, bleu des mers du Tonkin, je te dis n'importe quoi. Je peux pas le faire rouge parce que je l'ai acheté bleu, mais je peux te sortir 25, 30 courbes différentes et tu auras 25, 30 tasses différentes, 30 rendus différents. Ça, c'est nouveau. Et donc, tant qu'on n'a pas exploré tout ça, qu'on n'a pas fait des formations avec des mecs qui connaissent déjà ça, qu'on n'est pas allé à l'origine, qu'on n'a pas compris les enjeux à l'origine, qu'on n'a pas compris la différence entre le café en Éthiopie et le café au Brésil, on ne sait rien, en fait. Savoir ce que c'est qu'un Robusta, moi je le lis dans un livre, c'est comme lire un bottin, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que le mec qui fait du café, qui ne s'est jamais intéressé à ce que je te dis, encore il y a plein d'autres trucs, hein, mais ça c'est la base, tu ne sais rien au café. Le café c'est un monde comme le vin. Tant que t'es pas allé, tu peux dire un Châteauneuf du Pape de chez machin, c'est super bon, c'est plus fruité, hein, mais tant que t'es pas allé voir le vigneron, tant que t'as pas compris comment ça pousse, comment ça se récolte, comment ça se vinifie, comment ça se conserve, comment ça se sert, etc., en réalité tu sais rien. Tu peux pas juger de ce que tu peux pas juger réellement de ce que tu bois tant que t'as pas tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui un torréfacteur, avant le torréfacteur, il était dans sa boutique, il torréfiait, il vendait bonjour madame, au revoir madame. Aujourd'hui, pour moi, il y a une responsabilité éthique. On en a parlé tout à l'heure, mais pour bien connaître son truc, il faut savoir tout faire. C'est quand même un rôle très central, quoi, dans le métier. Ce que tu peux juger, c'est quand même une sorte de final cut. Très subjectif, mais c'est j'aime ou j'aime pas, quoi, ou je préfère. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, je veux dire, moi, ce que je te disais tout à l'heure, j'identifie quelques endroits
des restaurants ou je te parlais de Papillon là dans le 17e ou de 3 endroits où en fait je sais que quand je prends un café là-bas, je l'aime bien. Tu vois, je connais Papillon. Je connais Papillon, je suis allé dîner. Alors effectivement, le café est bon. C'est pas nous, mais c'est bon. C'est bon, tu vois. Et c'est un confrère. Hein. On est 4-5 à Paris à faire ça. C'est un confrère et c'est très bien. Et là-dessus, tu vois, je t'en parle. J'en ai pas beaucoup des endroits comme ça. Parce qu'en effet, un des trucs que je me dis, et après on va revenir sur ton parcours et comment tu as monté tout ça, et voilà, mais un des trucs que je me dis, c'est que généralement, quand je vais dans un café à Paris, il est moins bon qu'au bureau et ça m'emmerde, tu vois. Et c'est vrai que dans 90% des cas, en fait. Hein, donc, après, moi, je m'attire les foudres de certains torréfacteurs qui reprochent que je dise du mal, mais oui, dans les brasseries, en général, le café est immonde. C'est pas digne de servir des choses comme ça. Sachant que c'est leur métier. Ça s'appelle un café, quoi. Ouais, mais ils s'en foutent, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Tu vois, quand on vend du café à un restaurant, à un hôtel, ou même certaines entreprises, on les forme. C'est-à-dire que le mec, il veut pas être formé par nous, on lui vend pas de café. Parce que s'il le fait mal et que s'il a une tasse avec les 3 petits singes terre de café, on va dire que terre de café, c'est dégueulasse. En fait, c'est aussi dégueulasse que le café de la brasserie, machin. Et les mecs sont pas formés, le café ils s'en foutent, les machines on leur prête, il y a aucune formation, les commerciaux qui vendent ça ne connaissent pas du tout le café. Là, le mot d'ordre, c'est de dire aux mecs, aux commerciaux, ok, on va vendre de l'équitable et du durable. Mais ça aussi, ça veut rien dire. Ça, c'est ce que me disait, en effet, je te parlais donc de Franck qui nous apporte le café ici. Moi, c'est un type avec qui je bosse depuis 10-15 ans. Et qui a remplacé, juste pour te donner un peu... faudra pas que j'oublie ce que j'allais te dire, mais qui a remplacé... donc on parlait de Nespresso. À l'époque, c'était les capsules plates, là, les petites galettes. Ouais. Mais peu importe, d'ailleurs, tous les producteurs, j'avais un peu benchmarké le secteur. Je voyais que en fait, le café en entreprise, généralement, ça te coûte hors taxe entre 30 et 40 centimes le café. En capsule, ouais. En capsule, mais j'ai l'impression que même sur des distributeurs un peu... les trucs, les trucs où tu mets ta pièce, là, souvent c'est 20 ou 30 centimes, mais bon, c'est vraiment loin d'être bon. Et en fait, tu dis, attends, mais c'est quand même débile, parce que on boit un truc qui est pas terrible, qui est très normé, bon voilà, ça va, hein, mais qui est cher, qui est pas, écologiquement sur plein de points pas terrible non plus. Et finalement, on peut proposer à nos employés pour un investissement qui est nul, quasi nul, on parle de centaines d'euros par mois, c'est, tu vois, un truc qui va arriver à souvent en dessous de 10 centimes le café. C'est à peu près le coût que ça nous coûte, hein, si tu fais tu le payes pas cher quand même. Hein, j'ai exagéré, mais je pense qu'on doit être à 11 ou 12, je crois, ou un truc comme ça. Mais hors taxe, avec l'allocation de la machine, l'entretien, tout ça. Et en fait, du coup, à ce prix-là, tu l'offres. Je veux dire, quand tu parles de 1000 cafés, tu vois, c'est 120 €. Donc, tu vois, quand on fait 2000, 3000, c'est pas le truc qui va non plus te ruiner. Et je reviens là-dessus, mais tout à l'heure, tu dis, donc ça m'a fait vraiment penser à Franck, c'est-à-dire qu'au début, il a commencé en disant je vais faire du commerce équitable, du développement durable. Il allait aussi dans ces pays et il m'a dit, en fait, alors ça, je suis impatient d'avoir ton point de vue là-dessus, mais il me dit, en fait, c'est du grand n'importe quoi. Il me dit, en fait, dans beaucoup d'endroits, t'arrives, leur label, tu ne sais pas comment ils l'ont, mais les mecs, ils se font presser le citron et en fait, donc il m'a dit, moi j'ai arrêté parce que c'est du grand n'importe quoi. Alors je sais pas. Franck a raison. Ouais. Moi, je suis d'accord. Il y a une seule certif quand même qui est un peu sérieuse, c'est la certif. Max Havelaar, non ? Non. Non. Qui est la certif bio, AB. D'accord. Ouais. AB. Donc quand même. Alors, moi, j'aimerais que ce soit ceux qui mettent de la chimie, qui disent je mets de la chimie dans mon café, et ceux qui ne soient pas obligés de payer des certifs bio et tout, mais c'est quand même un peu plus sérieux que le reste. Mais le reste, effectivement, tout ce qui est Rainforest Alliance, UTZ, Max Havelaar, Commerce Équitable, en fait, ne savent pas vraiment ce qui se passe réellement dans les plantations. C'est-à-dire qu'ils contrôlent 20% de ce qui se passe. Donc 80%, il y a des fraudes. Un café se vend mieux s'il est Max Havelaar. Ça se vend mieux parce qu'aujourd'hui, ça se vend à la grande distrib, chez Auchan, il y a un rayon entier Max Havelaar. Tout est mauvais, hein, tout est pas bon, hein, mais c'est Max Havelaar. Éventuellement bio.
Donc il y a des lots dans une ferme, on fait ce qu'on veut, quoi. Hein. Surtout dans les grosses où il faut faire de la thune, puis il faut écouler le café. Donc comment tu contrôles tout ça? Et puis surtout, c'est quoi Max Havelaar? C'est bien que ça existe, hein, mais si on est là pour se parler, bon, on est entre nous. On n'est pas sur le journal de 20h, donc on peut envoyer un peu. Mais Max Havelaar, en fait, c'est une prime. Quand t'es Max Havelaar, tu reçois une prime, d'accord? Mais cette prime, elle est calculée par rapport au cours de la bourse. En ce moment, le cours est tellement bas, alors que Max Havelaar a calculé un coût moyen de production. Mais c'est tellement bas que ça suffit pas, quoi. Enfin, quand tu mets une prime sur un prix qui est très bas, c'est très relatif comme commerce équitable. Quand tu payes un café, ce qui est le cas dans Specialty Coffee, quand tu payes un café par rapport à une qualité qui est évaluée sur des critères objectifs, on pourrait y revenir si tu veux sur l'objectivité quand on goûte les cafés, et par rapport à une offre et une demande, l'offre et la demande, c'est quoi? Moi, je vais dans une ferme, le mec, il a 20 hectares, c'est tellement bon ce qu'il fait, je pense à un camarade du Costa Rica, Volcan Azul, qui est une ferme magnifique. C'est tellement bon ce qu'il fait que lui, c'est comme dans les grands domaines de Bourgogne, il produit et il donne des allocations. Moi, j'ai la France, parce qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on y a cru dès le départ. Truc, il a les États-Unis, machin, il a le Japon, l'autre, il a la Corée, il a encore un mec en Serbie et en Allemagne. Et après, il a plus de café, c'est fini. Et il dit il divise en fait son café. Des allocations, il dit le prix, c'est le prix. Personne va discuter le prix d'un Romanée Conti. Ouais. Le caviste qui a du Romanée Conti ou le restaurant, il est tellement content d'en avoir, même à 500 ou 1000 balles la bouteille, qu'il l'achète. Mais là, on parle du Romanée Conti, tout le monde connaît. Voilà. Ouais, je peux te parler. Non, mais ce que je veux dire, non, on peut parler plein d'autres. Je parle de qualité. En fait. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, ma question d'après, c'est facile par rapport à du Romanée Conti parce qu'au niveau marketing et du end user, du consommateur, voilà, toi quand tu arrives avec ton café qui vient de, comment tu l'as cité, il s'appelle comment? Volcan Azul. Volcan Azul, voilà. La ferme, ouais. Quand il vient de là-bas, même moi, si je pense que je fais partie potentiellement des 5% de gens qui adorent le café, jamais entendu parler, tu vois. Et je me dis pas, tiens, ah ouais, c'est du Volcan Azul, je vais pouvoir le payer le triple du truc parce que ça les vaut, tu vois. Ouais, ça c'est intéressant parce que c'est tout le boulot. Ça c'est notre travail en fait. Quand tu regardes nos paquets de café, la première chose qui vient, c'est pas Costa Rica, c'est Volcan Azul. Quand on vient sur Romanée Conti, la première chose que tu vois sur l'étiquette Romanée Conti, c'est pas Bourgogne. En fait, grand vin de Bourgogne, c'est marqué en bas. La première chose, c'est Romanée Conti. Et ça, c'est un travail. Ça n'existait pas. C'est un travail qu'on a fait. Effectivement, mais quand je te parle de Volcan Azul, je dois avoir 100 ou 150 sacs de café. C'est ridicule, quoi. Pardon, c'est ridicule. Ouais. Donc, mais notre premier travail, c'était ça, c'est de mettre en valeur le fermier, met en valeur son terroir. Moi, je mets en valeur son travail, sa ferme et notre travail qui est la torréfaction et la gestion de la fraîcheur. Super important dans le café. Mais ça c'est un boulot. Alors effectivement, et c'est ce que font nos confrères aussi partout. Et alors, quand je te parle de Romanée Conti, on arrive dans un extrême. Mais des fermes qui travaillent bien aujourd'hui choisissent leurs clients et vendent leur production à l'avance. Alors que l'industrie, en fait, les mecs produisent un maximum de café au moindre coût et prix pour que Nestlé leur achète. Si Nestlé leur achète pas, c'est une catastrophe, quoi. Et voilà, donc d'un côté, tu as ce qu'on appelle le grand négoce qui décompose totalement la filière. C'est-à-dire que le producteur est à sa place et il y reste. Jamais il va rencontrer son torréfacteur. Il achètera un acheteur, pardon. Et lui, l'acheteur, jamais ne rencontrera son client final. Jamais. Il rencontrera même jamais le mec qui torréfie le café, qui est dans un poste avec des boutons et qui torréfie ça. Oui, c'est quand même ça vraiment la grosse différence quand tu dis que c'est central. Même si tu es en bout de chaîne, là où c'est central, c'est que toi, tu es celui qui voit quand même un peu tout le monde. Je veux dire, moi, je fais le lien. Le patron de Volcan Azul, ton client final, il le voit jamais, peut-être quand il s'y passe, mais bon. S'il le voit. Il vient nous voir 2 fois par an, on fait un cupping avec ses cafés, il échange avec tout le monde et c'est formidable. Et en revanche, d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, après on va sortir de la technique du café. Moi, ça me passionne, mais je pense que ça va peut-être. Il faut qu'on revienne sur ton business. Le Volcan Azul, par exemple, le consommateur américain goûte pas le même café que moi parce que c'est la même graine, mais vous le torréfiez pas de la même manière. Oui.
Chacun a son style. Alors peut-être qu'aux États-Unis, je le connais pas, son torréfacteur, qu'il a le même style que nous, c'est-à-dire une torréfaction plutôt légère. Ça veut dire pas trop cuit. Pas trop cuit, ouais. Pas trop cuit pour respecter justement ce que le café véhicule comme arôme. Le café, ça peut sentir le jasmin, la rose, la framboise, la banane, la fraise, le tabac blond. Enfin, c'est très riche. Hein. C'est plus riche en molécules d'arôme que le vin. Et si tu cuis trop fort, tout ça, tu le casses. Plus tu cuis fort, plus tu casses tous ces arômes-là et plus tu donnes un goût de cuisson, voire de carbone, de brûlé au café. Et donc, tu ne rajoutes rien au café quand tu le... Ah non. Non, d'accord. Ah bah non, il n'y a pas besoin, surtout pas. D'accord. Et pour finir sur tout ça, on en parlait un peu tout à l'heure, tu as vaguement évoqué les Italiens. C'est vrai le café, il y a quand même cette grosse image de l'Italie, quoi, derrière. Est-ce que déjà tu sais pourquoi et toi, t'es pas complètement fan du café italien, mais... C'est une grosse polémique avec nos amis italiens. Moi, je suis pas fan. Alors, pourquoi l'Italie, c'est un pays de café? Parce qu'il y a une vraie culture de café. C'est un des premiers pays consommateurs. C'est un des premiers pays en Europe historiquement consommateurs, avec la France, hein, d'ailleurs, avec en fait toute une grosse partie de l'Europe. Mais ça rentrait à Trieste, le café, si mes informations sont bonnes. Et puis, ils ont fait un truc, les Italiens, c'est qu'ils ont inventé l'expresso. Toutes les grosses marques de machines aujourd'hui sont italiennes. Ils ont inventé le moulin à café, le bon moulin à café. Ah, il y a Jura quand même qui est français. Jura, c'est suisse. Jura, c'est tout automatique. Mais vraiment, eux, ils ont cette culture-là. C'est sous Mussolini qu'on a inventé la cafetière, ce qu'on appelle la cafetière italienne chez nous, qu'on met sur le feu là. C'était en fait un petit expresso pour le peuple. Ça, c'est l'Italie fasciste qui l'a inventé. Donc, ils ont cette culture de l'extraction un peu costaud. Et pourquoi on dit communément en France, hein, dès qu'on passe la frontière, le café il est meilleur? Parce que un Italien, tu vois ce que j'ai fait tout à l'heure dans la cuisine, j'ai réglé le moulin, j'ai essayé en tout cas. L'Italien, il sait faire ça. Il sait extraire un café. Donc dès que tu peux avoir un mauvais ou un bon café, quand tu l'extrais bien, c'est meilleur. Donc eux, ils savent ça. Le problème de l'Italie, c'est qu'ils adorent les cafés. En fait, quand on boit un café en Italie, pour moi, c'est pas un café, c'est une espèce de préparation sucrée pâtissière, quoi. On n'est pas dans le café. On est dans quelque chose. On est dans quelque chose de ristretto, parce que s'il l'allonge, ça devient imbuvable, c'est très amer, parce que c'est trop cuit. Ils ont une propension à mettre du robusta un peu partout, parce que ça donne du corps, et c'est beaucoup moins cher à l'achat. Mais le robusta, ça a vraiment un goût vraiment pas bon, métallique, aqueux, pas aqueux, métallique, très boisé, c'est pas bon. Et donc les Italiens trichent. Alors tout le monde le fait pas, hein, mais on rajoute du sucre à la torréfaction ou pour équilibrer l'amertume. Donc on a un beau café. Effectivement, si on a sucré le café à la torréfaction, c'est équilibré. Si c'est pas sucré, c'est tellement amer. Pourquoi les Italiens mettent du sucre dans leur café souvent serré? Pour équilibrer l'amertume. Donc on est loin de l'école de café de spécialité telle que nous on la pratique, où nous on va essayer de mettre en valeur le fruit, l'intensité, les belles acidités, quoi. Ou la fleur, on peut aussi avoir des cafés floraux, et ça en général ce sont les meilleurs. Donc on voit que là aujourd'hui tu défends un style, t'as créé avec un certain nombre de personnes dans le monde, vous suivez peut-être un peu les Américains, mais en tout cas tu fais partie d'un mouvement, j'ai l'impression, autour du café. Ça fait combien de temps ça? Donc ça fait 10 ans. 10 ans, ouais. Ok. Donc il y a 10 ans, enfin, tu peux dire que tu connaissais quelque chose parce que tu viens d'une famille, vite fait, mais en fait, c'était quand même un autre monde de café, on est d'accord, c'est un peu ce que tu dis. Il y a 10 ans, c'était un autre monde. Donc, tu connaissais rien, enfin, à peu de choses près. Non, je connaissais rien. T'as à peine 40 ans, t'as 3 enfants, t'es marié, t'as une femme, et tu lui dis, bon, je fais de la prod, tu gagnais quand même un peu d'argent, c'était pas... Ça dépendait des mois. Ouais, ça c'est un peu chiant. Parce que quand même, ça, c'était une des raisons aussi. Hein. Ouais. Je pouvais plus trop rigoler avec 3 enfants. C'était une des raisons. Alors, des fois, on gagnait super bien, et puis quand il y avait rien, quoi. Ouais. C'est relou des métiers d'indépendants, d'entrepreneurs aussi. Bon. Ouais, et là, tu lui dis, bon, tiens, je vais faire du café. Et puis mon pote est d'accord, Manu est cool. And so what? Qu'est-ce qui se passe? Je l'avais un peu préparé quand même. Comme on était dans l'audiovisuel, on faisait des fausses pubs Nespresso. D'accord. On se marrait quand même. On imaginait des fausses pubs Nespresso avec de lentilles Nespresso, quoi, en dérision, des trucs drôles, etc. Je l'avais un peu préparé, et puis la réaction de ma femme, c'est vas-y,
vas-y quoi. De toute façon, on n'a pas grand-chose à perdre. Plus de moi. Ouais, mais franchement, sans problème, je pense qu'elle me faisait confiance, quoi. Et je faisais pas tout seul, n'importe comment et tout. Donc non, sans problème. Donc effectivement, les premières années de café, j'ai changé beaucoup de couches. C'est parce que tu avais plus de temps. Non, mais fallait le faire. Je dormais pas la nuit. C'était tout. C'est à la fois courageux et à la fois moi j'aime bien ces histoires parce que tu vois Michael Bloomberg, que je connais pas plus que ça, mais j'ai appris il y a quelques années que ce type avait quitté ses premiers boulots et ses trucs, est devenu entrepreneur. Il est devenu multimilliardaire par la suite, mais à 40 ans, quoi, à peine 40 ans. Et je veux dire, j'aime bien pouvoir revendiquer que on n'a pas qu'une vie, que tu peux un jour décider de devenir autre chose, que je pense que même à 60 ans tu peux le faire, que tu peux le faire avec 3 enfants. Que tu peux le faire avec voilà, faut convaincre des gens, faut te renseigner sur des choses, mais bon, tu l'as fait, quoi. Donc puis t'es pas mécontent, j'ai l'impression. Ah non, aujourd'hui je suis content, je suis heureux en fait. Ouais. Bah je suis apaisé, quoi, je suis bien. Et puis surtout moi j'ai besoin de toujours de nouveaux projets, de nouveaux challenges, et puis il y en a tellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui alors on n'est jamais content dans la vie, mais aujourd'hui je flippe un peu d'avoir l'âge que j'ai par rapport à tout ce que j'ai envie de faire encore. Alors, j'ai une appétence, j'ai l'impression que d'avoir trouvé vraiment un truc vraiment qui me correspond un peu tard, j'ai envie de rattraper le temps perdu, quoi. C'est ça qui me fait flipper aujourd'hui. La retraite à 52 ans, ça te... Non, ça c'est... non, je crois pas, non. Et alors comment pour revenir à ce moment-là, c'est quoi le setup? Tu dis 200 000 euros, donc, initialement, parce que faut acheter quoi? Un local, un pas de porte, faut acheter, faut mettre des machines dedans. Faut acheter un fonds de commerce, faut payer un archi qui va faire, qui va designer le truc quand même, faut que ce soit joli. Faut financer un site internet tout de suite. Il faut faire des travaux, et puis il faut avoir un peu de stock, quoi. Mais tu torréfies toi-même? Ouais. J'ai acheté tout de suite un 3 kilos. Alors, c'est mon anecdote, j'avais un tout petit torréfacteur, alors vraiment pas sophistiqué. C'est un four. Ouais, c'est un four, c'est comme un grand four avec des pales dedans et t'as des résistances en dessous. J'avais acheté à l'époque un truc électrique. Le truc, aujourd'hui, personne ne le fait, mais j'avais pas, fallait commencer, quoi. Et je l'avais mis chez moi, à la Garenne-Colombes. J'ai une maison à la Garenne-Colombes. Et je l'ai mis chez moi. Et je cuisais le soir chez moi, quoi. Voilà. Donc t'as acheté j'avais 2 palettes de jus. Non, mais c'était vraiment c'était du café de garage, là, on pouvait le dire. J'ai acheté 2 palettes de café à mon pote Jacques Chambrion en Éthiopie Oualaga, déjà, café de forêt, café bio, tout bien, un café nature, un café lavé, et je cuisais ça, et je faisais 2-3 autres cafés que j'achetais à un importateur, et on a commencé comme ça, quoi. Et là-dessus, tu y étais pas encore allé, tu leur faisais confiance? J'étais pas allé encore, je suis allé l'année d'après, en fait. D'accord. Tout de suite, dès que j'ai pu, en fait. Dès que j'ai pu le faire, dès que j'ai vu que ça avait mordu un peu, je suis allé en Éthiopie, au Salvador. C'est les 2 premiers voyages. Et donc ta boutique, dedans, tu torréfiais pas, il y avait pas de machine, donc tu avais juste des sachets, en fait. Ouais, il y avait des silos et des sachets. Il y avait des grands silos, on vendait du café en vrac à l'époque. D'accord. On mettait ça dans les sachets. Maintenant, on a un linéaire qui est totalement différent, mais ouais, on vendait en vrac, on moulait à la demande en fonction de la cafetière. Ça me fait penser quand même, il y avait, pour moi, le torréfacteur, en fait, c'est un peu dans les villes. Alors moi, j'ai des villes de province parce que j'ai grandi en province, mais t'avais souvent dans une rue piétonne ou un machin, un torréfacteur, ça sentait bon le café, etc. C'était ça un peu pour moi la boutique. Moi j'aurais adoré avoir ça, mais torréfier à Paris, trouver un fonds de commerce là où tu veux, avec une extraction, une copropriété qui veut bien, avoir les autorisations. Dans le Marais, c'est compliqué. C'est quasiment impossible, quasiment impossible. Et puis ça prend trop de temps et moi je voulais aller vite, donc on a dit tant pis. Mais à l'époque, je me souviens, les mauvaises langues disaient sa boutique elle est belle, lui, mais il torréfie pas son café, quoi.
Alors je torréfie jusqu'à minuit, 2h du mat, chez moi comme un chien. Mais bon. Et ouais, non, j'aurais adoré, effectivement, tout le décorum du torréfacteur, c'est ça, c'est d'avoir son torréfacteur, ça sent le café et tout. Mais t'as été formé à ce moment-là? Ou tu t'es formé tout seul? Non, au début c'était tout seul, j'ai pris mon torréfacteur, j'avais mon chronomètre, c'était le seul truc que j'avais, vu que j'avais je pouvais contrôler un peu les températures et on essayait de sortir ça. Je me suis formé après, mais très rapidement. Et tu sors combien alors tu vas revenir sur cette formation, mais tu sors combien de café alors à l'époque, ce 3 kilos là, on sortait. Donc tu mets 3 kilos, donc tu en récupères 2,5 parce que tu perds de l'eau, donc tu perds du poids. Et tous les quarts d'heure, 3 kilos tous les quarts d'heure. Donc pour sortir 30 kilos, quand il y avait un restaurateur qui venait me voir et qui me disait je voudrais 30 kilos pour demain, s'il te plaît. J'ai une petite suée, quoi. Ouais, parce qu'en fait, j'adore. Donc en fait, tu crées, parce que déjà c'est pareil, quand tu ouvres ta boutique, il te faut quand même plein de café, enfin il faut t'en mettre partout, donc pendant des jours et des jours et des jours avant, alors que tu as d'autres choses à faire, parce que tu as le carrelage à choisir, le truc machin, tu torréfies pendant des jours, parce qu'en plus c'est pareil, tu peux pas torréfier 2 mois à l'avance, j'imagine. Tout frais, tout très frais. Donc tu fais ça, tu bosses comme un yinche, t'es tout seul dans ta boutique ou... Au début, je suis tout seul dans ma boutique. De quelle heure à quelle heure? De 9h jusqu'à 19h. Et il y a des gens qui viennent ou... Et au départ, pas trop, et puis rapidement, rapidement, il y a des gens qui viennent, et puis qui reviennent, c'est là où je me suis dit, ça c'est bon. Et puis rapidement, et c'est là où ça s'est pas du tout passé comme prévu, c'est-à-dire qu'au début, on n'avait pas du tout intégré dedans le fait de faire du B2B. Et dès le départ, il y a les restaurateurs de la rue qui sont venus. Et puis après, leurs copains, et puis après leurs cousins, et puis après les copains du cousin. Et rapidement, je me suis retrouvé submergé. Donc rapidement, le modèle, c'était impossible de travailler sur un plan pour ouvrir d'autres boutiques. On en a ouvert une autre. On a ouvert 5 quand même en 5 ans. On a quand même tenu un peu les trucs. Mais après, on s'est dit, de toute façon, c'est pas ça le modèle. Mais rapidement, effectivement, il a fallu que j'achète un autre torréfacteur que j'ai mis dans ma cour, mais là c'était un plus gros. Après chez toi toujours? Ouais, chez moi, j'ai pas d'autre solution. On n'avait pas beaucoup d'argent, il fallait vraiment faire attention, quoi. Et on est passé un peu au stade supérieur. Tu étais sur fonds propres, tu faisais des emprunts ou des choses comme ça ou... Non, on était sur fonds propres au début. Je reviens juste avant sur ces cafés, bistrots et restos. Il est quand même assez connu que le café, c'est le truc sur lequel tu marges le plus dans la restauration, avec le vin, mais je crois que les boissons dans l'ensemble, mais le café, c'est vraiment, t'es dans le truc, ça te coûte 2, 3, je sais pas, 12 centimes. Tu peux faire x10, tu fais x10, quoi. Et eux, ils étaient prêts à t'acheter un café 2 fois plus cher. En fait, je me suis rendu compte qu'ils achetaient des cafés chers, en fait, déjà. Ils achetaient des cafés chers parce que le mec lui disait, tiens, je te mets une machine. Le mec n'a pas à investir dans sa machine. Mais en gros, il prend le café qu'on lui donne au prix qu'on lui impose. Sachant que souvent, c'est soit le brasseur, soit le caf, comment on appelle ça, le torréfacteur, je sais pas, qui souvent subventionne les bars et les restos pour le refaire entièrement, la devanture, voilà. Et du coup, derrière, t'es maqué après, t'as un contrat. 10 ans, 20 ans, et t'es obligé d'acheter la merde qu'on te demande. Et au prix, t'es complètement collé, t'es maqué à mort, quoi. Et tous les nouveaux restaurateurs et tout, ça, ils veulent pas. Et puis quand ils ont commencé à boire des cafés chez nous, qu'on discute, etc., ils disent ok, la machine, je l'achète. En fait, je m'en fous, je l'achète la machine. Je me sers, je l'achète, fais-moi un prix. Ils achètent aussi leur terrasse, du coup, ils achètent tout, quoi. Ouais, enfin les restaurateurs, c'est surtout en fait le gros maquage des brasseurs. C'est les brasseries. C'est les brasseries, les bistrots, tout cela, ils sont... la brasserie, c'est ceux qui vendent à l'origine la bière, mais ils vendent toutes les boissons désormais. Donc, c'est ça, les sirops, le coca, les machins, les trucs. Et puis... C'est pour ça que c'est compliqué. Aujourd'hui, dans une brasserie, tu demandes un verre de bon vin, c'est compliqué, quoi. Ou c'est des pseudo-bons vins, c'est toujours pareil. Hein. Un bon café, c'est compliqué, mais même un bon croque-monsieur, c'est compliqué. C'est parce que c'est tenu et que les propriétaires ont pas trop le choix, quoi. Ils ont un peu arrêté désormais quand même de mettre des devantures avec marqué, je sais pas, Cronenbourg ou machin sur le truc. Mais avant, c'était un moyen de les repérer finalement quand il y avait marqué ça. Mais maintenant, tu vois en effet des marques de café qui sont mises en avant sur les tasses ou sur les choses. Et donc ça, c'est généralement un signe d'un restaurateur qui est maqué avec un... enfin nous aussi on fait des tasses, des confrères aussi on donne des tasses. Donc faut juste savoir, faut savoir, mais t'as des genres d'établissements. En fait, t'as des genres. Toi, t'as jamais ce type de contrat. Jamais. T'as pas d'exclusivité avec des gens. Tu leur dis ils veulent acheter chez toi, ils achètent chez toi.
Ou alors peut-être qu'ils peuvent acheter en volume avec des prix moins chers, mais voilà, il y a ça. Sur des restaurateurs, on fait pas de contrat. C'est-à-dire que le mec est pas, c'est à nous d'être bon. Et en général, quand on a très peu de gens qui sont vraiment très très peu. Sur les entreprises, là c'est compliqué parce que quand tu fais 1 tonne ou 2 tonnes ou 3 tonnes avec une entreprise, avec des grosses boîtes, bah, tu vas acheter du café pour eux. Ouais. Donc tu as un contrat en fait, un contrat d'appro où lui on lui garantit un prix pendant tant de temps et lui il nous garantit des volumes. Mais là faut sécuriser un peu le business. Tu fais comme Cosa Vostra, tu fais des entreprises. Beaucoup, énormément. C'est la plus forte croissance. On fait des petites, des moyennes et des très grosses. On est assez impressionné par ce qui se passe sur le café. Mais ils font comme ici, du café. Ouais, sauf que toi, tu as une machine un peu manuelle. Ouais. Mais c'est des machines automatiques. C'est des grosses Jura ou même des grosses. On travaille aussi avec les grosses machines Chimbali, là où tu peux faire 300 cafés par heure. Et c'est de la machine auto. En gros, t'appuies, ça moue et ça te fait un café, quoi. Ok. Et c'est bon. Et c'est bon, ouais, c'est bon. Faut que les machines soient bien réglées, faut que le café soit bon. Et c'est bon, bien sûr. Ouais, non. Et donc aujourd'hui, ton modèle, c'est quoi ? T'as toujours tes boutiques, tu vends en particulier, tu vends aux professionnels de la restauration et aux boîtes comme nous, pardon. Ouais. Non, le modèle, c'est ça. On a 4 boutiques. En fait, on a arrêté de développer de la boutique. On va en faire une autre quand même là. Mais le modèle, c'est ça, c'est 3/4 du chiffre. Tout c'est du B2B. Donc on livre une centaine d'épiceries fines. C'est comme ça qu'on se développe en national. On essaie de pas ni de franchiser pour maintenir la qualité, contrôler bien ce qu'on fait. Donc épicerie fine, le site web qui cartonne. terredecafé.com, c'est la plus grosse progression chez nous. Ça, c'est incroyable. C'est combien de ton chiffre d'affaires à peu près ? C'est un gros chiffre d'affaires d'une boutique pour l'instant. Mais vu les progressions, dans 2 ans, ça fera plus que toutes les boutiques. Réunies. Ouais. Ah, c'est fou. C'est génial d'ailleurs. C'est génial parce qu'on vend du beau, quoi. Enfin, en plus, c'est ça. Sur notre site web, on vend pas les entrées de gamme, quoi. C'est incroyable. Et puis, on vend partout dans le monde. C'est dingue. On a ouvert le site à l'international il y a 1 mois. Ça y est, c'est parti, quoi. C'est fou. Et ça, c'est la communauté du café. Il y a une communauté du café. Je demande ça fréquemment, mais est-ce que tu ferais un truc découverte, je sais pas, un code promo Do It pour Ouais, bien sûr. Ouais. Ok, je vous mettrai ça dans les notes. Très bien. Avec on plaisir. Verra, je négocierai. Avec plaisir. Mais ouais, et donc le 3/4 du B2, c'est du B2B, épicerie fine, beaucoup de restauration. C'était les premiers clients, c'est des restaurations. Beaucoup d'hôtels maintenant et du lourd, des trucs vraiment bien. Et puis la plus forte progression en B2B, c'est l'entreprise. Les cowork parisiens, pour nous, c'est incroyable, ça nous a fait progresser parce que ils font un bon café quand même là-bas. Ouais. La client des cowork, c'est beaucoup de start-up, beaucoup de mecs entre 20 et 30 ans, et eux le café ils connaissent. Eux tu leur fais pas boire un café Lavazza dégueulasse. Pardon pour Lavazza, mais merde, je suis désolé, mais personne chez Lavazza. Voilà, moi si, mais et donc voilà, donc ça fait partie de leur offre si tu veux. C'est pour les faire venir, t'as une prestation, le café en fait partie. Donc ils vont naturellement chez nous, chez des confrères à nous. Le café est bon dans les cowork et c'est des volumes hallucinants. Et c'est là où tu as un switch, c'est là où vraiment les choses vont très très vite dans le café. Espèce de boule de neige comme ça, et des boîtes comme les nôtres, on progresse tous. Il n'y a pas que nous. C'est tout. On n'est pas nombreux, mais on a tous des progressions à 2 chiffres, quoi. Mais du coup, un de tes détracteurs dira facilement que tu es devenu trop gros et que tu peux plus faire du bon café, non ? Non. Bon, non. Nous, on fait 200 tonnes. C'est beaucoup dans le specialty. Par an. Mais c'est Okay. peanuts sur un marché du café. Il y a 300 000 tonnes le marché français. 300 000 tonnes de café. Ah oui, donc 200, c'est pas beaucoup. Ah. Même un acteur comme Richard, qu'on connaît vachement parce qu'il est très implanté à Paris, c'est un tout petit acteur au niveau national et mondial. C'est quoi vaguement ton chiffre d'affaires, du coup ? Là, on va atterrir à 5 millions. 5 millions, ouais. D'accord. Un peu moins. Et t'as beaucoup de récurrence, quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'avantage du business. C'est ça le business, ouais. C'est de la récurrence, effectivement. Et quand quand les gens ont trouvé leur café, ça bouge plus, quoi. Puis ça connaît pas trop la crise, j'imagine. Enfin, je veux dire. Non. C'est une 2008, j'ai eu les chiffres de consommation de café 2008, ça bouge pas. Tout se casse la gueule, le café, ça bouge pas. Oui, parce que de toute façon. Tu bois ton café. Ouais, et puis même un café à 10 € le paquet, c'est pas. Enfin, pour le plaisir que ça procure, je parle même pas de la caféine, ça, si tu veux, on en parle. Ouais. Mais c'est pas cher. Une tasse de café, tu la fais chez toi, t'achètes un paquet à 10 balles, ça te coûte, je sais pas, 20 centimes, quoi. Alors, juste avant de parler, justement, parce que je voulais parler café, caféine, etc. Moi, j'aime bien. Enfin, il y a quand même ce truc un peu, j'ai quand même besoin de mes petits shots de café un peu. Mais avant d'aller là-dessus, avant que j'oublie cette question,
le bon setup chez moi, c'est quoi le bon setup? Parce que c'est quand même relou. Je veux dire, cette machine-là qui coûte en plus hyper cher, ici qu'on a chez Cosa Vostra, c'est justement la cafetière Jura ou c'est quoi pour avoir... Si tu veux un truc pratique, propre, ouais, c'est Jura. Alors ça te coûtera pas plus cher. Tu mets du café en grain, tu peux changer en plus. C'est beaucoup. T'as pas à régler et tout ça. Et ouais, c'est ça. Après, moi, j'adore voir ce que t'as. T'as une machine avec un groupe FM61. Pour ceux qui connaissent, ils comprendront. Le moulin, on peut redire, mais quand même, c'est bien. Et non, j'adore parce qu'effectivement, là, tout à l'heure, on a bu un café. C'était très, très bon. Ce qu'on a bu, l'extraction était très, très bien. Tu peux pas avoir ça sur une machine auto. Pas aussi bien, mais tu peux avoir du bien. Donc après, en fait, il faudrait qu'on donne ou que Franck donne une formation à tous les mecs qui sont là, comment faire un café, tu vois. C'est ça qui est chiant dans le café. Je te demanderai éventuellement deux, trois références de machines différentes qu'on mettra dans les liens. Avec plaisir. Ok. Ouais. Pour tout le monde, ceux qui aiment le café et qui nous écoutent, qui achèteront chez toi avec un code promo. Avec grand plaisir. Welcome. Et on venait justement sur la caféine et le fait de... parce que alors je te disais que nous on avait investi, racheté une participation majoritaire dans Envoûté, qui est une boîte qui fait du thé. Notre objectif, il est vraiment d'aller dans ce que tu fais, c'est développer le thé en entreprise. Donc on sera un peu concurrent et à la fois pas frontal et sur un truc vraiment différent, parce que les personnes avec qui on s'est associé sont Julia, que j'embrasse, sont des malades de thé. D'ailleurs, je le dis à ceux qui nous écoutent, mais s'il y en a qui veulent faire des tests là-dessus, on va faire bientôt des tests en entreprise pour essayer de voir avec des machines, différentes manières de tester pour voir comment on peut faire du bon thé en entreprise. Voilà, vous écrivez à mon associé, il va me détester, François@cosavostra.com, bim, donc sans le CCD, Francois@cosavostra.com, et puis vous pouvez lui demander et il vous mettra sur une liste pour avoir peut-être des tests. Ça c'est fait. En fait, il y a quand même un des mouvements qu'on fait en allant sur le thé, c'est qu'il y a alors la théine est probablement pas mieux que la caféine, mais il y a la même molécule. Il y a quand même une sorte de mouvement, tu vois, très nature, le thé en plein essor par exemple, et on a l'impression quand même que on te dit le café faut pas en boire trop, c'est pas très bon, etc. Le thé c'est mieux. Bon alors tu me dis que c'est la même molécule, mais sans comparer le café et le thé d'ailleurs, c'est quoi ton approche là-dessus et c'est quoi moi j'y connais rien, t'es pas médecin non plus, mais ah bah si, mais c'est plutôt bon pour la santé, hein. C'est vrai, il y a plein d'études qui sortent. Des études longues d'ailleurs, qui sont menées sur plusieurs années, sur un panel, des études scientifiques, pas forcément menées par des industriels du café. Les gens qui boivent régulièrement 3 à 5 tasses de café sont moins sujets à la maladie de Parkinson, sont moins sujets à Alzheimer, sont moins sujets chez les hommes au cancer de la prostate, sont moins sujets au risque cardiovasculaire, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que le café, c'est un vasodilatateur, sont moins sujets aux AVC. Après, c'est comme tout. Il faut pas en boire trop, il faut boire bon. On connaît le vieux dicton français, un verre de Bordeaux à chaque repas. Et en Allemagne, ils disent la bière. Hein. Tu sais que dans chaque pays, on a trouvé son... Mais là, vraisemblablement, le café, c'est quand même un truc bien, quoi. Et je pense que le thé, c'est pareil. Le thé, c'est une boisson millénaire. C'est plus ancien que le café. C'est plus simple à faire. Le thé, c'est une feuille, ça s'infuse, etc. Le café, c'est une galère à récolter, à sécher, à fermenter, à transformer, etc. Mais je pense que c'est la même chose. Et effectivement, c'est la même molécule qui se diffuse un peu différemment, j'ai l'impression. Mais c'est la même molécule, quoi. Et le trip du déca, c'est quoi en fait? Un déca, ça fait comment? C'est bon, ça peut être bon un déca? Alors aujourd'hui, ça peut être bon un déca. D'accord. Le déca, en fait, on va retirer la caféine du grain de café. Donc alors, jusqu'il y a genre 5 ans, tous les cafés décaféinés n'étaient pas des cafés de qualité, forcément, parce que on va pas, le beau, on le garde pour faire du café, pas pour faire du déca. Il y a 3 process pour enlever la caféine du déca. La première, c'est des solvants chimiques, pas terrible, pas cher, pas terrible, dégueulasse même. Le goût de pneu dans le déca qu'on a dans les bistrots, c'est ça, c'est la chimie. CO2, c'est plus propre, c'est pas mal, ça coûte pas trop cher. On garde un peu d'arôme. Et puis le troisième truc, là maintenant, c'est la décaféination à l'eau.
où là, on va respecter beaucoup plus le grain de café. Et c'est marrant, hier, j'étais avec une boîte avec qui on va faire un deal, qui est au Canada, qui eux décaféine à l'eau sans perte d'eau, sans aucune perte d'eau. C'est-à-dire que l'eau qui sert est filtrée et réinjectée dans le réseau au Canada. D'accord. Et eux, aujourd'hui, nous, on peut leur envoyer du café. Et ils les décaféinent et nous le renvoient. Ça veut dire que, et ils font même eux-mêmes, ils sélectionnent des cafés dans des fermes, des micros, ce qu'on appelle des cafés de spécialité, des micro-lots, et ils vont le décaféiner. Donc aujourd'hui, oui, on peut avoir du bon déca. Moi, je crois dans le marché du décaféiné. C'est un truc, dans notre milieu, c'est un truc qu'on crache dessus. Hein. Mais moi, j'y crois, et je pense que de plus en plus de gens y croient. Aux États-Unis, c'est parti. Je pense qu'on peut avoir 2 ou 3 cafés de déca, de faire des beaux décas. Je pense qu'on peut proposer des boissons glacées à base de déca sans caféine. Il y a des gens que la caféine indispose, il y a des gens qui sont allergiques. Et effectivement, aujourd'hui, mais ça n'existait pas il y a même encore 5 ans, on peut avoir des cas où tu prends du plaisir à le boire, quoi. Moi, l'anecdote que j'ai vue, c'était dans des restaurants. J'ai des potes qui avaient des restaurants ou des choses comme ça. Je les ai connus parce qu'on fréquentait les établissements et en effet, on voyait quand même souvent quand le soir quelqu'un demandait un déca. En fait, il faisait un café, quoi. Ouais, il rajoutait de l'eau. Et puis, je me disais, mais t'abuses, enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Il dit, non, mais attends, tu crois quoi? Tu crois que vraiment, elle va savoir que c'était un déca, ça va l'empêcher de dormir? Ce qui compte, c'est qu'elle pense que c'était un déca. Et elle dormira très bien. Et donc, du coup, il revenait, il était tout content. Et en fait, il me dit, mais tu crois quoi? Tous les restaurateurs font ça? Et j'ai pas de déca, donc tu dis oui tout le temps. Bon, voilà. Donc, c'est mal. C'est mal. Je sais, mais sachez que ça doit arriver quand même assez souvent. C'est clair. D'accord. Et donc, vous êtes combien aujourd'hui? On est 35. 35 si je compte tout, si je compte tout le monde, le staff, les baristas, des boutiques et après toute la production et toute l'administration en fait. Et qu'est-ce que tu penses de tout ces... Moi, j'avoue que j'aime quand même alors, j'ai quand même l'impression de me faire en papaouté, pour rester poli, big time quand j'achète mon grand démoca blanc à 6 € chez nos amis américains. Mais toutes ces recettes, etc., c'est des trucs... tu rajoutes plein de sucre, des trucs... Ouais, c'est ça. Hein. Rajouter du lait dans du café, à la limite, ça a un goût, ça a un truc. Mais rajouter des sirops hyper sucrés, en plus avec du glucose, des conservateurs, des colorants, franchement, c'est pas... Et eux, pourtant, ils ont du bon café, plutôt. Alors, Starbucks, j'ai jamais... Enfin, si, je comprends un peu. Starbucks achète plutôt du bon café. C'est pas le haut du panier en specialty, hein, mais ils achètent beaucoup de specialty. Mais ils le massacrent. Tu rentres dans un Starbucks, ça sent le cramer. Je sais pas si t'as remarqué, t'as une odeur Starbucks. Dans tous les Starbucks du monde, tu rentres, ça sent le brûlé, ça sent une espèce d'odeur d'ammoniac. Et en fait, c'est le café qui est défoncé à la cuisson. Alors, je me suis longtemps demandé pourquoi. Et en fait, je pense que j'ai compris, c'est que comme ça a le même goût partout. Et c'est ça. Et ça domine le lait. Tu gardes d'une personnalité dans le lait parce que Starbucks vend plus de lait que de café. C'est comme les chambres d'hôtel, dans plein de lignes d'hôtel où ils te font la même chambre dans chaque pays. C'est streamliné, tu streamlines tout. Tout le monde essaie d'en revenir là un peu, hein, j'ai l'impression. Mais tout le monde essaye d'en revenir et ça, c'est quand même une grande bonne nouvelle. Ouais. Et alors tes voyages, parce que c'est quoi les grands... T'as parlé d'Éthiopie, t'as parlé de Brésil, de Costa Rica, de Colombie. C'est quoi les grandes régions? C'est quoi toi, comment tu choisis tout ça? Comment tu progresses là-dedans en fait? Alors la région principale, alors l'Arabica, c'est né en Éthiopie. D'accord, les premiers pieds de café sont apparus en Éthiopie, dans les forêts humides montagnardes au plateau. L'habitat naturel de l'Arabica, c'est des forêts primaires d'altitude en fait. Le seul véritable terroir caféier au sens vin, c'est-à-dire au sens vin, on comprend ça bien en France. En France, on a le pinot noir au-dessus de Lyon, le gamay, et puis après c'est de la syrah, et puis après c'est de la mourvèdre, etc. Le seul véritable terroir pour le café sur les variétés, puisqu'il y a des variétés dans le café, comme des cépages dans le vin, c'est l'Éthiopie. Donc là-bas, c'est la magie. Ils font des choses, des grands crus avec rien. Quand je dis rien, c'est pas de route, pas d'électricité, dans certaines régions, pas partout, etc. Donc l'Afrique de l'Est est quand même, notamment l'Éthiopie. Après, j'adore les cafés du Kenya, même si la filière kenyane est en train de disparaître.
plus ou moins, les cafés d'Afrique de l'Est, Tanzanie, Rwanda, Kenya, Éthiopie. Yémen, il y avait de grands cafés. Mais tu y allais partout? Je suis allé, non pas partout, je suis allé essentiellement, je vais 2 fois en Éthiopie par an. Ouais. Et je commence à aller beaucoup au Kenya, parce qu'on a un partenariat là-bas avec une des dernières fermes kenyanes, on replante des arbres. On reforeste en fait la ferme qui est absolument magnifique avec des variétés qui s'appellent les French Mission qui ont été apportées par les missionnaires français à l'époque. Les premiers pieds de café c'était là-bas. Enfin, ils ont un parc de variétés, un savoir-faire fabuleux. Ils ont coupé tous leurs arbres comme tout le monde dans les années 50-60. Et là aujourd'hui avec le réchauffement, ils se rendent compte qu'ils peuvent plus, que le sol devient acide, que le café devient bizarre, qu'ils sont obligés de traiter, etc. Donc, en partenariat, toujours pareil avec notre importateur, lui qui veut vraiment changer, qui est un mec super, et nous, on reforeste la plantation. Donc, je commence à y aller beaucoup. Je dois aller en Tanzanie bientôt, je ne suis jamais allé au Rwanda. D'accord. Voilà. Et après, la grosse destination, c'est l'Amérique centrale. Avec des pays merveilleux comme le Costa Rica, avec des pays beaucoup moins merveilleux comme le Salvador. C'est compliqué, c'est un pays gangréné par les gangs, la corruption, etc. Mais quand tu vas dans les montagnes, les gens sont merveilleux, les cafés sont sublimes, etc. Salvador, Guatemala, qui est un pays magnifique. Et aussi. En fait, c'est ton importateur, comment tu les trouves, ces gens-là? Alors, tu débarques, t'arrives, gringo, et puis... Exactement. Soit je les trouve. Alors maintenant, je veille moins parce que l'idée chez nous, c'est de travailler le plus possible avec les mêmes gens pour se développer avec eux. D'accord. Donc je le fais moi, mais effectivement, c'est soit le réseau de notre importateur qui nous dit tiens, on travaille avec lui, c'est bien, va voir, etc. Ou soit c'est nous. Moi, je fais une veille. Alors la veille, c'est simple pour le café. La veille, pour trouver des fermes, on regarde ceux qui ont eu des prix. Parce qu'il y a il y a une communauté avec des organismes qui font de l'éducation, qui font des concours avec des prix. Et là, on voit les meilleurs. Aujourd'hui, tous les meilleurs, ils ont été prospectés. Et donc, on faisait ça encore il y a 3 ou 4 ans. Et voilà, donc effectivement, c'est soit c'est le réseau, soit c'est mon réseau. Et quand j'y vais et qu'on décide de travailler, dans ce cas-là, j'appelle mon importateur en lui disant ce serait bien que tu viennes aussi, toi, que tu regardes et que tu consolides tes containers avec cette ferme-là pour Terre de Café. C'est quoi sa valeur ajoutée à ton importateur? C'est énorme. Parce que c'est pas un négociant. C'est pas un mec qui achète du café à la bourse sur les marchés. Et c'est un des rares. Et on s'est fait ensemble. C'est-à-dire qu'on a commencé ensemble le Specialty. C'est une boîte qui existait un peu, qui faisait du négoce. Et c'est Belco, pour ne pas la citer. Et mon grand copain et partenaire Alexandre Bélanger, ils se sont fait avec le Specialty. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est vu avec Alexandre, toujours au restaurant, sur une table de restaurant. Et je lui ai dit, écoute, j'achète des Éthiopies, c'est super, je veux continuer là, j'achète ça. Et maintenant, j'aimerais que tu me trouves, parce que j'ai pas de thunes pour aller voyager, un Costa Rica. Alors à l'époque, c'était pas le Costa Rica, c'est moi qui l'ai trouvé, on a changé. Mais bref, un Specialty en Costa Rica, un en Colombie, un au Salvador, un là. Il m'a dit, ok, je reviens vers toi dans 1 mois. 1 mois après, il est revenu vers moi et on a commencé à cuper des cafés. Il avait demandé des échantillons partout et c'est comme ça que ça a commencé. Et lui, c'est comme ça qu'il a vraiment commencé avec moi et avec quelques autres à structurer sa boîte pour faire du specialty. Et aujourd'hui, cette boîte-là, c'est magnifique. C'est le plus gros importateur de specialty en Europe. C'est 40% de son volume fait à l'international, notamment avec l'Europe, alors que les importateurs français avec très mauvaise réputation dans le specialty avant ça. Donc, encore une fois, c'est un monde qui est en train de se créer et on peut pas revenir en arrière parce que quand on a l'habitude de travailler du bon et qu'il y a un marché, le marché revient pas en arrière sur du mauvais. Je pense que ça, c'est une généralité, quoi. Donc effectivement, alors la valeur ajoutée d'un importateur, elle est énorme. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais acheter c'est pas moi qui tiens le stock, si tu veux. C'est lui qui achète. Moi, je lui demande d'acheter, je m'engage à acheter le café par contrat, mais c'est lui qui finance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous a permis de nous développer. Sans ça aurait été, le développement a été très très compliqué parce que c'est beaucoup d'argent. Plus tu fais du café, plus c'est des volumes, ça représente beaucoup d'argent. Donc ça permet un développement. Il a un réseau, il a un service qualité extrêmement performant. C'est-à-dire que quand moi je cup un café et que j'achète 100 sacs ou 200 sacs ou un container, je veux que le container il soit conforme à ce que j'ai goûté. Et lui il me garantit la qualité. Et ça c'est très important parce que tellement de gens se sont fait avoir en pays producteur. Tellement de gens ont cru acheter du bon café, ils se sont retrouvés avec
5 sacs de biens et 25 sacs de merde. Ils se sont fait avoir, quoi. Parce que là-bas, à l'origine, faut bouffer, il y a des mafias, etc. Et donc, moi, j'ai une garantie qualité. Et puis, le troisième volet, c'est ce qu'on fait maintenant depuis 3-4 ans, c'est qu'on met des projets à l'origine. Et ça, c'est super important. Cette qualité, c'est parce qu'il y a des gens partout là-bas, du coup. Ouais, et puis il y a ce qu'on appelle des pre-shipment samples, c'est-à-dire que avant d'embarquer, au Salvador, par exemple, avant d'embarquer, il y a des mecs qui vont sonder des sacs au hasard, et tout ça, c'est analysé. D'accord. Et s'il y a un pet, le café part pas. Et il est analysé à l'arrivée aussi. D'accord. Un peu en random, etc. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais, et aujourd'hui, t'as 100% de terre de café, toi? Ah non. Non. Ah non. Alors, on a fait on a parlé du début de l'histoire. Ouais. Après, on a eu un amorçage de 300 000, je crois, à l'époque. Des petits amorceurs, c'est plus business angels. Ouais, d'accord. Compris 20%, un truc comme ça. Compris 20%. Ouais, c'est ça, 20%. Classique. Compris 20%. Ensuite, fallait on a eu une croissance à un moment de 50% par an. C'était la folie. C'était très compliqué. Donc, à un moment, j'ai fait rentrer quelqu'un d'autre qui s'appelle Jérémy Trigano, la famille Trigano. D'accord. Qui est mon associé majoritaire aujourd'hui. On a fait une première levée avec lui. Donc, les business angels sont sortis. Et puis après, le business continuait et Emmanuel a souhaité ne pas suivre. Pardon, qui est-ce qu'investit parce que c'est pas tradit, t'es pas une tech ou un machin. Qu'est-ce qu'investit t'es une série A là-dedans? C'est quoi? On parle 1 ou 2 millions, 2 millions peut-être, ouais. Et c'est qui le fond? C'est un petit fonds familial de la famille Trigano. En fait, c'est Jérémy. Ok. À l'époque, c'est Jérémy, son beau-frère, un pote de son beau-frère. Ah oui, d'accord. Donc on est vraiment dans du. Jérémy Trigano a créé Mama Shelter. Ouais, c'est la famille. Il achète du café chez toi, du coup? Ah ouais. En fait, ça s'est fait comme ça. Je suis allé le voir. On a un copain en commun. Je suis allé le voir un jour pour lui vendre du café. Et 6 mois après, il rentrait dans la boîte. D'accord. C'est des belles histoires. Et après, il a voulu sortir? Non, lui, il est resté. Non, c'est mon associé Emmanuel Issora, donc d'origine. Ouais. Il fallait remettre de l'argent. Il fallait financer du développement. Et Manu adore investir avec ses copains dans des restos et trucs comme ça. Donc lui a dit, moi je sors. Et donc il s'est fait racheter ses parts. Et on a fait une seconde levée avec Jérémy Trigano and Family. Okay. Et aujourd'hui, je suis minoritaire dans la société. Et ils sont majoritaires, mais bon, je suis président de la boîte, ouais. Je suis Monsieur Café, on s'entend super bien, on est d'accord sur le développement, et c'est structuré comme ça, et ça nous a permis de pas mourir en fait. C'était vraiment ça. Il y a un moment donné où il fallait staffer, il fallait prendre des locaux, il fallait récupérer toute la production chez nous, il fallait changer de DA. Lui, il avait une forte, il a amené la marque en fait. La marque, elle existait déjà, mais un peu. On a tout redesigné, il a amené ça à une dimension très business market, très marketing, et aussi du réseau, quoi, pour qu'on du réseau commercial, quoi, pour qu'on vende plus de café. Et vous êtes rentable? On n'est pas rentable, mais pas loin. D'accord. Parce que l'objectif, c'est de la croissance pour l'instant encore. Ouais, mais l'année prochaine, on est rentable. On est à peu près dans les clous. Et l'année prochaine, on est rentable. On va repartir sur une autre phase d'invest. D'accord. Mais pas en dette, plutôt en banque, okay. pas en equity, quoi. Ok. Et aujourd'hui, ton rôle dans la boîte, t'es Monsieur Café, tu dis, t'es président, mais vu la croissance et 35 personnes, il y a du management, des recrutements, c'est quand même de plus en plus difficile de rester les mains dans le café, quoi, non? Je dois encore me partager, ouais. C'est-à-dire que je suis encore un peu partout, mais beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire qu'on a vraiment staffé, on a une directrice générale, Laurence Sins, qui est super, qui vient de chez Sephora. D'accord. C'était vraiment du top management. On a un directeur financier, on a une ADV, enfin on est structuré, et donc on a fait top management et middle management aussi. C'est là après où ça pêchait. Donc on a recruté 15 personnes en 1 an quand même. C'était beaucoup, ça m'a vachement appris. Je me suis détaché un peu justement de tout ça. C'est toi qui recrutais, tu faisais les entretiens? Non. Enfin ouais, je faisais les autres avec Jérémy. Jérémy, il y avait déjà un filtre au départ, et puis nous on voyait les candidats retenus. Certains candidats, je les voyais tout de suite, notamment les sales, c'est super important.
T'as des tips là-dessus? C'est quoi t'as des critères, des choses, ça dépend tu peux pas vendre ce produit-là sans être passionné. De café. De café, au moins de produits, au moins de gastronomie. Donc ouais, il y a dans l'entretien, à la fin, c'est ce que vous faites la cuisine. Enfin, il y a des trucs comme ça un peu plus où on va un peu plus en profondeur. Quelle est l'idée de la gastronomie? Est-ce que vous faites la cuisine? Vous connaissez le vin? Parce que j'aime bien prendre aussi des gens qui connaissent pas trop le café. Alors il y a 2 types chez nous, hein. Il y a les baristas. On a des baristas sublimes, champions de France, des mecs géniaux qui ont 22 ans, qui sont brillants, etc. Et donc là, c'est un type d'entretien. Et puis après, il y a plus tous les cadres, quoi. Là, c'est autre chose. Mais effectivement, on va demander quand même à chacun de s'intéresser aux produits. Et on s'est rendu compte que ceux qui ne s'intéressent pas aux produits, il manque une dimension, quoi. Ils comprennent pas totalement ce qu'on fait. Oui, vous êtes complètement dédié sur ces produits. Ouais. Je pense qu'à tous les niveaux de la boîte, c'est important. Et donc la suite, tu dis vous allez repartir sur une phase d'investissement. C'est quoi? C'est l'international? C'est plus de... D'accord. C'est l'international. Ouais. C'est de consolider notre outil de production. Parce que ça, on fait encore plus 20... Là, on est à 27% de croissance. Donc ça quand même, ça... En fait, on est une start-up depuis 10 ans, nous. 27%, c'est plus d'1 million de croissance par an. Donc c'est... En 2015, on était à 50, là, ça a failli s'ébranler un petit peu. Et puis depuis, on est à 30, 25. Donc on est en start-up, on n'est pas dans la tech, mais c'est genre. Donc il faut financer ça. Et puis il faut préparer, vu ce qui se passe là, vu ce qu'il y a dans les tuyaux, il faut un peu préparer ce qui va arriver en termes de production, de staff aussi. Et puis après, effectivement, l'autre partie, c'est d'investir sur le web. Peut-être qu'on en reparlera. Et puis, c'est de l'international, ouais. Investir sur le web, donc tu dis, tu as ouvert. C'est quoi ton site, tu l'as fait en interne? Ouais, enfin non, on a travaillé avec une agence. D'accord. Ouais. Tu connais la techno? Si, c'est PrestaShop. PrestaShop, ouais. D'accord, très bien. Donc j'ai reçu Bruno Lévesque qui va écouter ce podcast, j'en suis certain. Et qui m'a gentiment, je le remercie, avec un de ses compères qui voulait pas que je le cite, mais je l'avais fait quand même, je crois, mais qui m'a gentiment envoyé un magnum de champagne pour me remercier de ses podcasts. Donc je te remercie Bruno, parce qu'il m'a dit que ça valait largement ça comme investissement, écouter ces podcasts en termes d'apprentissage plus que d'aller se payer un MBA. Donc j'étais assez content. C'est classe. Donc ouais, c'est sympa. Et donc du coup, justement par curiosité, ça te coûte combien un site comme ça? 40 000 euros. D'accord. Ce qui n'est pas hors de prix. Non, on a serré un peu. Tu as une version française. Alors je pense avec les options, les trucs, on est à 50. Ouais. Et on a une version française, une version anglaise. On va sortir une version B2B là. T'as un seul stock? Ouais. Et plusieurs monnaies quand même. C'est compliqué. Ouais. J'ai un seul stock, mais il y a pas mal de produits. Et non, j'ai un seul stock. C'est simple. En fait, ça va être un peu plus compliqué pour gérer le retail et le B2B. Ouais. C'est là où c'est un peu compliqué. Les reorders en ligne, etc. Ouais. Et là-dessus, évidemment, c'est intéressant parce que ta marge est plus grosse, a priori, sur en direct to consumer, puisqu'en fait, tu n'as pas d'intermédiaire. Oui. Et en effet, généralement, nous, c'est ce qu'on va préconiser auprès de nos clients, c'est que généralement, ta boutique en ligne, à partir d'un certain montant, quand tu as plusieurs boutiques, ça doit être ta plus grosse boutique, quoi. Et souvent de large. Donc là, tu es en train d'y arriver. Ouais. Et évidemment, là-dessus, tu n'as pas de limite. Les limites, à la limite, ce que je pourrais me demander, c'est Terre de Café, c'est un nom très français. Ouais. La perception à l'international... Gros sujet. Ouais. Ça a été un gros sujet quand Jérémy est rentré. Quand Jérémy Trigano est rentré, on a voulu changer le nom. On a fait appel à une agence à Londres, très à la mode et très chère. Et en fait, que de la merde. Franchement, alors que de la merde, c'est pas gentil de dire ça, mais c'était hyper décevant en termes de créa, de nom. Il y avait des bonnes idées, tout était pris. Tout était déjà pris, comme nom de marque, nom de domaine, etc. Et au final, on s'est dit, bon, en fait, on va garder, on est français, on va garder. Moi, j'avais remarqué que tous les copains non français sur les marchés, en pays producteurs, ils appelaient pas ça terre de café, mais ils appelaient ça terre. Les Anglais appellent ça terre. Les Espagnols, terres. Je me dis bon. Et on s'est dit, ok, on garde, et on développe, et puis on voit. Et puis si on doit changer de nom de marque à l'international, on peut aussi le faire. Et puis voilà. Et puis là, l'idée, c'est vraiment de la garder maintenant. Ouais, mais c'est vrai que ça a été un sujet. Hein. C'est trop français, quoi. C'est trop français. Puis des terres de machin. Moi, en fait,
Si je dois être honnête, je suis pas fou. Je suis pas fou du nom. Parce que des terres de trucs, des terres de machins, il y en a plein. Mais en même temps, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des terres de café au singulier. Moi, tu sais, le grand enseignement que j'ai eu là-dessus, et ceux qui écoutent ce podcast depuis longtemps le savent, c'est que je suis pas hyper fan non plus du nom de ce podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself. Autant je suis vraiment très 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 fier du nom de Cosa Vostra parce que ça a beaucoup de sens à plein de niveaux et c'est un très beau nom et ça c'est et c'est vrai que c'est cool d'être fier de sa marque. Je dois dire que quand tu as créé un truc comme ça, c'est cool. Mais quand même, il y a un moment où faut pas que ce soit un truc qui t'empêche de bosser, quoi. Il y a trop de gens qui vont entre leur statut qu'ils n'arrivent pas à faire ou qui vont se chercher des tas d'excuses parce qu'ils n'ont pas la marque, parce qu'ils n'ont pas le machin et qui vont attendre 6 mois, 1 an. Oui, j'ai pas encore trouvé le bon machin. En fait, on s'en fout, quoi. Génération Do It Yourself. Tu vois, je suis sur un podcast francophone. Je mets un truc. Ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Do It Yourself. Je suis pour des gens qui sont comme toi. À un moment, dit on va faire un truc moi-même et puis tu t'accompagnes. T'es jamais tout seul d'ailleurs, mais en tout cas, il y a tout ça. J'aimerais bien sortir de cet anglicisme. Mais en fait, je me suis tellement pris la tête je me suis fait des nœuds dans le cerveau pendant des mois, je sais plus, c'était il y a 1 an ou 2 ans, que maintenant je me dis, mais en fait, on s'en fout, tu vois. Franchement, ça m'a pas choqué. En plus, t'es dans le bon sens. T'es en anglais et tout le monde do it yourself. Ouais, mais c'est trop long. Tu vois, moi, tu vois, j'essaie de faire on dit un acronyme, non GDIY, pourri, tu vois. Le site www.gdiy.fr, d'ailleurs, il n'y a pas assez de gens qui s'inscrivent sur la newsletter. Et voilà, toi, terre de café, c'est pareil, c'est long, c'est terre de café au pluriel, c'est ça? Terre au pluriel de café au singulier, tu vois. Rien qu'à dire, c'est chiant.com. Bon, mais une fois que tu as tapé dans Google terre... tu l'as. Non, mais je te rejoins. En fait, ce qui compte, c'est le contenu de ta marque, quoi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je suis hyper fier de la marque. Un peu moins du nom. Oui. Donc ça va. Non, mais je suis hyper fier de ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est propre, quoi. C'est une expression à la mode. Mes enfants, ils disent on écoute du sale, ça c'est sale. Ouais. Ce qu'on fait, c'est vraiment propre, quoi. Mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Quand on crée un marché avec du bon, le marché ne va pas revenir en arrière avec du mauvais. Sur du mauvais, je veux dire, à la limite, après, si tu te focuses vraiment là-dessus, à partir du moment où les gens retenons ton nom pourri, pardon, je parle pas du tien, mais du mien, voilà. Finalement, ce qui compte, c'est d'essayer de faire de la qualité. Ouais, c'est une confiance. D'essayer dur, en fait. C'est une confiance. Ouais. C'est vraiment une confiance, quoi. C'est l'image que tu reflètes. En fait, ton nom évoque un univers de marque, un produit. Donc, probablement mieux d'avoir de faire du bon dans ton marché et de faire évoluer le marché que de faire du mauvais avec une très belle marque, tu vois. Du bon avec une marque pourrie, tu vois. C'est le mec qui t'enfonce le couteau là, t'as marqué. Je suis bien d'accord avec toi. Très bien. Et donc, les ambitions, c'est l'international, c'est le digital, tu l'as dit. Tu vas pas te diversifier, je sais pas, faire des chamallows. Non, j'ai une petite aventure qui me tente mais c'est là de déclinaison de produits. Il y a des nouveaux, alors il y a le café, il y a des nouveaux produits, on commence à consommer des fleurs de café. C'est super bon, la fleur du caféier, tu vois, avant d'avoir le fruit, t'as une fleur. Ça en infusion froid chaud, c'est bon. Il y a ce qu'on appelle la cascarace, qui est l'écorce du fruit, l'écorce de la cerise de café. C'est super bon. Et j'aimerais bien qu'on lance un peu des produits un peu plus mainstream, mais quali, avec ces choses-là, du café froid, ce qu'on appelle le cold brew, ça cartonne aux US. Cold brew avec du lait, mais vraiment toujours des très beaux produits, et puis décliner un peu sur les sous-produits caféiers. Ça, mais c'est de la déclinaison, je fais pas autre chose en vérité, je décline, quoi. Ça c'est bien, parce que les produits c'est super bon. Comment tu progresses toi aujourd'hui? C'est quoi est-ce que c'est un truc tu te dis au quotidien, sauf d'apprendre? Moi c'est l'origine. C'est ce qui me... Alors, c'est de voir... Moi, j'adore vendre aussi. Alors, tu me demandais tout à l'heure, vous êtes 35, il y a plein de trucs à faire, qu'est-ce que tu fais? En fait, je fais tout. Enfin, je travaille vachement avec les commerciaux. J'adore vendre mon produit. J'adore ça. Donc, j'ai une grosse part commerciale encore. Tous les grands comptes qui entrent, notamment via les copains ou les actionnaires et tout ça, c'est moi qui les traite. Ça, j'adore. Après, effectivement, je m'occupe du recrutement, puis je vois, il y a un gros point logistique. C'est ça, là, de vendre en France. Il y a peu de gens qui assument le côté... Non, j'adore. Moi, j'adore. Quand je vois un mec en face de moi qui me regarde et qui me fait « Ouais, putain, c'est trop bon. » J'adore.
et qu'il me dit alors moi tu vois ça fait 10 ans que je fais de la merde, là c'est fini, tu me formes tout le monde, on y va, ça c'est une victoire quoi, c'est génial dans un milieu où effectivement on boit de la merde depuis la guerre quoi. Donc ça c'est super, donc j'adore ça, j'adore être avec les commerciaux, mais j'adore être avec mes baristas aussi. On a une jeunesse, en tout cas celle que moi je fréquente, celles qui sont dans nos boutiques. On n'a pas un barista qui est graphiste à côté ou qui fait des études de droit, tu vois. C'est des mecs, ils ont choisi le café, ils font leur vie avec. On a quelqu'un là qui est super, Pierre, chez nous, qui a fait Ferrandi, qui devait être, il voulait être chef, quoi. Il a réussi son école et tout, il est barista. Le barista, on réduit ça souvent au métier de sommelier. Il y a plein de mecs qui disent oui, le barista, c'est le sommelier du café. Non, c'est pas du tout le sommelier du café. Ça va bien au-delà d'un sommelier. Parce que lui, il transforme. Un sommelier, le vin, il est fait. Tu vois, tu as une bonne mémoire, tu connais les vignobles. C'est un gros boulot. Hein. Je respecte les sommeliers à mort. J'aurais adoré être sommelier même. Il sait, il goûte, il reconnaît tout ça. Mais un café, il fait ça. Mais en plus, lui, il le fait, le café. Le sommelier, il fait pas le vin, quoi. Il le fait, il explore, il tente des trucs et tout. Ils sont fous. C'est des fous, hein, les mecs. Hein. Ils sont tous sommeliers d'ailleurs dans leur genre, quoi. Alors, en ce moment, ils sont tous de vin nature, mais c'est le fromage, c'est la viande maturée et tout. Moi, j'ai une jeunesse dans mes boutiques, je les adore, quoi. C'est l'avenir, c'est super. Ils sont tous hyper concernés par l'écologie, ils sont super fiers de ce qu'on fait. Et je reviens, moi, aujourd'hui, ce qui me fait vibrer dans ce qu'on fait, c'est les projets qu'on fait à l'origine. Là, on est en train de faire nous-mêmes nos cafés de concours. Parce qu'on a des baristas qui font les concours, qui gagnent. Quand tu gagnes en France, tu vas au championnat du monde, etc. Et là, on s'est dit, au lieu d'acheter des cafés de concours qui sont toujours des cafés un peu particuliers, très rares, très chers, fermentés de cette manière, on va les faire nous-mêmes. Donc ça, c'est un projet cette année. Là, on part en Éthiopie 10 jours, on va faire notre café. On va cueillir, on va faire des fermentations, on va tester et on va voir. Et peut-être que là-dedans, il y aura un café sublime et qui va nous permettre d'aller au championnat du monde, tu vois. Et que tu peux vendre après ? On peut vendre après. Et c'est ça le truc de le faire. C'est que quand tu le fais toi, le fermier que t'as vaguement connu, tu l'as acheté un peu de café, il dit ouais, ça j'ai 2 sacs, ça c'est 200 balles le kilo. Donc vendre derrière un café que toi t'achètes 200 euros, c'est compliqué, c'est très cher. Le fait de le faire avec lui, avec des fermes qu'on connaît, nos fermes, on les met en valeur et comme ça on se met d'accord sur un prix un peu avant, quoi. Et ça nous permet de sortir des cafés de qualité championnat du monde à des prix très convenables. Donc il y a ça, et puis surtout moi ce qui me fait vibrer en ce moment, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est de travailler avec un fermier qui est conscient que son modèle agricole n'est plus valable et qui est prêt à faire de l'agroforesterie sur un terrain où qui n'a pas vu des arbres depuis 50 ans, tu vois. C'est de participer à des projets, de participer au financement de projets pour faire de l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est l'avenir de la filière caféière. Et donc nous, on est là-dedans, on est à la base, enfin c'est passionnant. Et c'est pareil pour le cacao ou le thé, par exemple, ou enfin le cacao, surtout le thé, c'est encore différent, je pense. Mais bon. Ouais, c'est pareil pour le cacao. Le cacao, il se passe quelque chose de fabuleux. Le cacao, c'est encore plus compliqué que le café. J'ai découvert le cacao grâce à quelqu'un qui a lancé une marque qui s'appelle Encuentro. Ouais. Et je suis content de la citer là parce qu'il fait un travail génial. Il fait tout. Il fait notre travail en plus compliqué. Il va sourcer ses fèves. Il fait tout en bio. Il va sourcer son sucre. Il fait tout. Le chocolat, t'as 6 transformations. C'est très compliqué. T'as 1% des chocolatiers en France qui font tout. Hein. En réalité, la plupart des chocolatiers ne sont pas vraiment des chocolatiers. Et lui, il fait tout. On va sortir une plaquette avec Valrhona. C'est pas besoin. Valrhona, il transforme. Ouais, c'est ça, exactement. T'as raison. C'est ça. C'est ça, exactement. Ils vont acheter la base et après ils font de la plaquette en fait. Ils mettent une marque, tout ça. Ils mettent des fruits dedans. Lui, il fait tout. Je ne connaissais pas le chocolat avant d'avoir goûté ces plaquettes. C'est juste fabuleux. T'as du fruit, comme le café qu'on a bu tout à l'heure. D'un seul coup, paf, tu vois, ça s'ouvre. T'as du fruit, t'as de la complexité, t'as une belle acidité. Tu peux avoir des notes de boisé, épicé, cannelle. Il met rien dedans, hein. C'est ça le chocolat. C'est ça. Et là, j'ai découvert le truc. Du coup, on fait une collab. On revend ces plaquettes. C'est des mecs super. Avec sa femme, c'est un couple. Ils sont super, quoi. La même philosophie. Et ce qui se passe, lui, il fait ça maintenant. Ce qu'on appelle du bean to bar. Aux États-Unis, c'est déjà très répandu. Tous les torréfacteurs font leur chocolat, en fait. Enfin, tous. J'exagère, une grande partie. Et la révolution qu'on a dans le café, là, depuis 10 ans, ça va arriver dans le chocolat en France. Faut que tu le rachètes. C'est pas le genre à se faire acheter. Non, c'est vrai que mais c'est cool. Franchement, alors ça, oui. Évidemment,
ce serait logique en fait. Ouais. C'est logique qu'on travaille ensemble. Fusion. Ce serait logique un jour qu'on fasse partie de la même boîte. Parce qu'en plus, j'imagine que sur Terre de Café, le jour où tu l'appelleras Terre, tu vois, tout court, où tu trouveras terre.com, ou je sais pas, c'est peut-être compliqué à acheter. Compliqué. Je sais pas qui a ça. Mais même avec ta boutique en ligne, tu peux vendre en fait, et pas que en ligne d'ailleurs, ce genre de produit. Donc Clairement. c'est aussi l'impact que tu peux avoir s'ils correspondent à ton éthique, à tes critères de qualité. On va les revendre, ouais, on va les revendre, c'est super. Donc le chocolat, il se passe ça. Le thé, c'est un milieu que je connais moins bien, mais je pense que le thé a fait sa révolution déjà il y a 10-20 ans. Mais oui, le thé. Alors pour le thé, nous, on travaille avec quelqu'un qui travaille un peu comme nous aussi, qui fait du specialty, on va dire. Qui va acheter, qui va chez ses producteurs, qui privilégie la culture en bio, qui va voir comment ça se passe. Parce que c'est pareil, je parlais de Valrhona sur le café, mais je crois que le thé en Europe, tu passes par Hambourg, c'est un seul endroit, il y a un seul canal. Horrible. C'est horrible. Ouais. On va pas citer de marque là, parce qu'il y a des marques qui ont super bonne presse et tout, mais ils achètent tous à Hambourg. Des usines d'aromatisation avec de la chimie ou pas. Mais franchement, c'est de l'industrie, quoi. C'est vraiment de l'industrie, quoi. Écoute, c'est vrai, c'est passionnant. Du coup, ce qui est intéressant, ce que je trouve vraiment top, c'est que tu parles de origine, c'est tous ces termes, c'est le lien que tu t'as créé, que toutes ces personnes créent entre des gens qui sont si loin, et qui, semble-t-il, sont passionnés aussi, et nous, sur du bon à tous les étages, j'ai l'impression. Évidemment, c'est comme on en parlera, on touche du doigt avec Sébastien Kopp chez Veja, tu as du transport, tu as des choses, il y a des choses que tu peux pas faire pousser du café à Marseille, jusqu'à preuve du contraire. Petite précision, le coût carbone café, il est ridicule à l'origine, il est ridicule jusqu'au port en fait. C'est après où il explose. Dans les camions, ça, ouais. Camions, torréfaction. Alors, je prêche pour ma paroisse, évidemment, on torréfie avec un torréfacteur qui brûle les fumées. Donc, t'as pas de rejet de CO2. Mais c'est là où il faut travailler. Sur le carbone café, avant, ça va. Sauf au Brésil. Mais avant, ça va. Après, il faut travailler dessus. C'est là où il y a un vrai boulot, c'est en pays consommateur. D'accord. Top. Tu lis des bouquins, tu t'aères l'esprit comment, tu as des routines, Ouais, je lis à peu près tous les soirs, pour dormir. T'as des grosses recos récentes, des trucs qui ont changé ta vie, je sais pas. Non, des trucs. Il y a un livre qui a changé ma vie, en tout cas la vision de la littérature. Alors, franchement, c'est bateau de dire ça. C'est Louis-Ferdinand Céline. D'accord. Où là, j'ai compris que c'était que le style tel que moi, ça me marquait. J'ai relu un bouquin qui m'a fait un peu le même effet. En version 21e siècle, je me souviens jamais, j'ai beaucoup de mal avec les noms des gens. C'est Fief, prix France Inter 2018. Fief, bouquin génial. D'ailleurs, il cite Céline, il se revendique, mais c'est l'errance de mecs en grande banlieue qui fument du shit toute la journée, mais un style, mais c'est magnifique. On est avec les personnages, c'est superbe. Là, je suis en train de lire un bouquin qui est beaucoup moins drôle, mais qu'il faut lire surtout en ce moment. C'est Un siècle de dictateurs. Je sais pas si t'as entendu parler. Non. En fait, sur un passage en revue de tous les grands dictateurs les grands dictatures du XXe siècle. Donc, je m'endors un peu tous les soirs, un peu énervé, mais il faut le lire parce que c'est toujours les mêmes recettes. C'est fou, quoi. C'est dingue. Et il faut surtout le lire. Aujourd'hui, alors on sait ce qui se passe en Italie, on sait ce qui se passe avec Trump, etc. Mais il faut le lire au moment où t'as quand même... Snowden vient de sortir un livre là, sur la surveillance de masse, donc où t'as quand même une nouvelle forme, un nouvel outil dictatorial que peut représenter le big data. Tu connais ça mieux que moi. Facebook, des gens comme Facebook, comme Google, etc. Et je pense que vraiment, il faut se renseigner, savoir comment ça fonctionne, la dictature, les régimes autoritaires. En plus, ça m'intéresse parce qu'il y en a, je vais à Cuba bientôt pour le café. Et Castro, c'était un grand dictateur. C'est une dictature, Cuba. Donc, on parle de régimes autoritaires. Des pays comme l'Éthiopie sont des régimes autoritaires. Donc, moi, ça m'intéresse de décortiquer tout ça. Et puis, il faut bien être conscient de comment ça se passe. Quand un pays commence à devenir totalitaire, c'est toujours les mêmes recettes.
C'est ce qui se passe en Russie. On muselle le peuple, les médias, et on se renseigne sur tout le monde et on contrôle tout. La justice. Voilà, donc je suis là-dedans en ce moment. Mais ouais, je lis beaucoup, j'adore lire. Tu parlais un peu de nuit blanche tout à l'heure ou de changer des couches à l'origine et de voilà. C'est quoi tes plus gros moments de soit tes plus gros moments de stress, soit tes plus gros échecs depuis enfin j'aime bien qu'on parle des temps sombres un peu aussi d'entrepreneurs pour aussi savoir ce qu'on vit et pas être juste dans ce monde merveilleux. Ouais. Bah, ma période un peu prod, c'est quand même un échec, mais c'est un échec qui m'a servi à grandir parce que production. D'accord. Ouais, la production, parce que la production, tu passes ton temps à faire des projets en fait. Tu rassembles des compétences, tu fais des projets que tu essaies de vendre. En gros, tu rassembles un scénariste, des acteurs, des décors, un mec qui a fait un budget, donc tu as de la finance, etc. Donc ça m'a vraiment beaucoup servi à faire Terre de Café. À monter le projet Terre de Café, à avoir une conscience marketing, la production. On produit du café, mais on produit quelque chose. Ça m'a beaucoup servi. Ça m'a servi aussi à apprendre le fonctionnement des êtres humains dans le business, malgré tout. Ça m'a un peu rodé à faire Terre de Café et puis à faire aussi à savoir exactement ce que je voulais plus faire, quoi. C'est-à-dire ne pas contrôler. On contrôle jamais tout, hein. Mais quand je fais quelque chose aujourd'hui, je sais que peut y avoir un résultat et en général le résultat est là. Quand tu travailles beaucoup avec un résultat incertain et qui n'arrive en généralement pas, c'est vraiment fatigant, ça. Ça, c'est fatigant et ça, je veux plus. Déjà, j'ai plus le temps, mais je veux plus me confronter à ce genre de choses. Donc, ça m'a beaucoup servi. Après, des échecs, sincèrement, j'en ai eu un peu plus jeune, mais j'étais jeune, je m'en foutais en fait. J'ai pas de. Pour mes enfants, ça se passe bien. Après, il y a des enjeux là qui commencent à avoir familiaux, notamment moi quand je vois mes enfants fous de jeux vidéo, de réseaux, qui sont capables de regarder des trucs en boucle sur YouTube que moi je trouve débiles. Là il y a un enjeu, j'essaie de comprendre en fait. J'essaie de comprendre avant de sanctionner, avant d'interdire des trucs et tout. Et là il y a un vrai enjeu, mais franchement je sais pas. J'ai juste peur que mes enfants aient un cerveau en compote à force de regarder ce que moi je considère comme des trucs qui m'intéressent pas sur YouTube. Après, on n'a pas le même âge, on n'est pas la même génération. J'ai pas été élevé avec un smartphone dans les mains, etc. Mais là, il y a un vrai enjeu. Je peux pas répondre. Je sais pas si je vais me planter ou pas là-dedans. J'en sais rien. T'as peut-être regardé le Club Dorothée à ton âge, hein, tu vois, à ton heure. Ouais. Mais des mecs qui bouffent des tacos toute la journée, ça, c'est quand même bizarre, quoi. Tu nous mettras la vidéo. C'est quand même la notion de la gastronomie relative. C'est ça pour me faire chier, en fait. Si t'avais l'occasion de te glisser un petit mot derrière l'oreille à ce moment où tu quittes RMC Nostalgie avant d'entreprendre, en fait, pour une première fois, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu dirais au jeune Christophe? Réfléchis pas trop, vas-y. Réfléchis pas. Si tu sens un truc, à cet âge-là, hein, à 25 ans, 27 ans, il faut y aller, il faut faire ce qu'on a envie. Le chemin est long, hein. Enfin, pour moi, c'est mon expérience, hein. Le chemin, il est long, mais je suis arrivé à 40 ans, j'étais un peu armé quand même. Et vraiment, alors, il y a l'intuition, il y a les rencontres fondamentales, et il y a un peu de chance, quoi, aussi. Alors, la chance... Qu'est-ce que c'est quoi la chance? C'est un mélange d'intuition, d'être là au bon moment. Je le recommande à chaque épisode. Si tu l'as pas écouté, je crois que tu l'as pas écouté. J'ai un épisode sur la chance avec Philippe Desvilliers. Je t'ai entendu en parler avec la personne de TEDS un petit peu. De titre, ouais. C'est pas aller loin là-dedans, mais j'avais envie justement que tu creuses. J'ai pas écouté l'autre. Mais la chance, c'est pas que de la. Enfin, c'est pas un truc qu'on contrôle pas totalement. Je pense que clairement. Sauf à l'euro-million, mais finalement dans la vie, la chance. L'intuition, c'est intéressant. L'intuition, les rencontres, mais les rencontres au bon moment, mais est-ce que ça, c'est pas le résultat d'une intuition que tu as eue? On mesure pas tout ce qui se passe dans un cerveau humain. C'est un super ordinateur. On comprend pas tout. Pourquoi parfois on est content? Des fois, je me lève, je suis content. Je me dis mais pourquoi je suis content? Des fois, je suis énervé. Je me dis pourquoi je suis énervé? Parce que le cerveau, il travaille. Et l'intuition, pourquoi j'ai décidé de faire du café, franchement,
à un moment où tous mes potes me disaient mais t'es complètement malade, regarde Nespresso il cartonne, les dosettes il y a que ça, en plus c'est génial et tout. Pourquoi à ce moment-là? Parce que le terroir, parce que le vin, tout ça, mais pas seulement, parce que je savais qu'il y avait un truc. Et ça c'est une intuition. Alors d'où ça vient? Après ça c'est du fond, quoi. C'est de l'observation, c'est de comprendre. Peut-être que la sociologie m'a servi à ça. Tu vois, la sociologie, ça te donne des outils pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre les dessous des choses, les tendances, quoi. Et puis après, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, qui sont bons pour démarrer des trucs. Tu disais ça de toi, je crois, dans un épisode. Et puis il y en a d'autres qui sont bons pour structurer et finir, quoi, et aller plus loin, quoi. L'exécution, hein, mais tu parles de ça, hein. Vas-y, fais. Et moi, je suis, tu vois, génération do it yourself. Hein, dans do it, il y a été clairement dans l'exécution. La réflexion, c'est évidemment très important. Mais beaucoup de réflexion, ou que de la réflexion, c'est vrai que je te le disais tout à l'heure, c'est mon gros trip. Pas que du moment, depuis très longtemps maintenant, mais tu vas pas devenir bon en piano si tu ne fais que lire des bouquins autour du piano et comment devenir bon au piano et puis des partitions, tu vois. Tu vas pas devenir bon entrepreneur si tu ne fais que écouter des podcasts d'entrepreneurs ou lire des bouquins de choses comme ça, en fait. Faut faire. Faut juste faut faire les choses. Écoute, je suis ravi de t'avoir d'avoir eu cette belle discussion. Où est-ce qu'on te suit, juste pour ceux qui nous écoutent? Alors évidemment, on peut acheter, je vous trouverai donc terredecafé.com avec un S à terre. Et puis je vous mettrai tous les liens. Je vous trouverai un petit code promo et de découverte. Toi, on t'ajoute sur LinkedIn, Insta, il y a des... Ouais, je suis sur LinkedIn, mais franchement, je suis pas très actif. Insta un peu plus. Ouais. Même si ça commence un peu à me... Ouais, mais je pense que ça peut être bien, tu vois. Enfin, au moins des voyages, tu vois. C'est ce que je fais. Il y a pas ma famille, il y a rien. Ouais. Enfin, parfois il y a des trucs un peu cachés, mais Christophe Servel, j'ai un Insta Christophe Servel, puis il y a un Insta Terre de Café qui est très propre, très bien fait, tout ça, qui est bien d'ailleurs, j'aime bien. Et puis effectivement, moi c'est la version un peu plus perso, un peu plus photo de smartphone mais c'est authentique, ça correspond bien à ça. Ça j'aime bien, mais je poste assez peu en fait, une fois par semaine. Enfin, c'est pas un exercice. Mais j'aime bien, quoi. Quand je pense une photo, c'est vraiment que je l'aime bien. C'est qu'elle a du sens, ou que c'est une anecdote, ou que ça m'a fait marrer. Voilà, mais c'est... Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires. Enfin, dans tout ce que... Là, on est sur de l'audio, mais tout ce que tu as raconté sur tes voyages tout à l'heure, je pensais à ça et je me demandais si... Alors, j'imagine que oui, sur l'Insta Terre de Café, c'est bien fait, mais en effet, j'ai envie de voir des images de l'Éthiopie, du Costa Rica. J'ai envie de les voir, tu vois, toutes ces choses-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai créé un bouquin aussi. D'accord. Qui s'appelle La révolution du café de spécialité, Culture Café. D'accord. Chez La Martinière, où là, tu as des très belles photos. D'accord. Très belle maison d'édition, La Martinière. Ouais, belle maison, j'étais content. Tout bien, ils sont venus me chercher. Tout vraiment avec un bon éditeur. Enfin, un mec qui m'a poussé dans mes retranchements à faire plus, etc. C'était vraiment bien. C'est une super expérience. J'ai envie d'en écrire un autre plus écolo, là. Plus engagé, la responsabilité du torréfacteur, justement, dont on parlait tout à l'heure. Mais la révolution du café de spécialité, ça explique ce que c'est que le café et surtout ce qui est en train de se passer. Je l'ai écrit il y a 3 ans. Mais ce qui se passe, c'est une vraie révolution. Donc, ce qui se passe en pays producteur, ce qui se passe à la Torref, ce qui se passe à la tasse, dans les coffee shops, tout ce qu'on a abordé ensemble, quoi. Si vous voulez approfondir, donc pareil, je mettrai un lien sur tout ça. Cool. Christophe, je te remercie. Je te dis à bientôt. J'ai été ravi de découvrir tout ça. Et puis surtout, j'ai envie de me faire un café. Là, c'est bon. On va aller s'en faire un. Allez, ça va. Merci à toi, c'était super. Merci. À bientôt. Merci à tous d'écouter Génération Do It Yourself. Pour les nouveaux qui écoutent, n'oubliez pas de voter. Je vais bientôt expliquer parce qu'il y en a qui me disent qu'ils n'arrivent pas à voter. C'est principalement sur iTunes et sur Apple Podcasts qu'on peut voter, mettre des votes et des commentaires. Le commentaire est important. Je rappelle, un vote 5 sur 5, parce que 4, c'est pas une bonne note. C'est comme dans les restos où vous allez voter pas si c'est pour mettre 3, sauf s'ils sont dégueux, bon, évidemment. Si vous n'aimez pas ce podcast, vous ne devriez pas être là parce que ça fait quand même 2 heures qu'on parle. Donc, vraiment, vous êtes masochiste et donc ne votez pas non plus. et puis voilà, je vous remercie pour tout, d'être là, de vos messages auxquels je réponds pas toujours, mais que je lis tous et voilà, et de me proposer de boire des cafés et tout ça, je peux pas
toujours non plus parce que j'ai des enfants et j'ai une vie, mais je suis toujours très touché et donc voilà, et j'essaye un maximum de faire tout ça, de vous voir et de vous répondre. Je vous embrasse, je te remercie Christophe, salut. C'est moi, c'était super. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.